Supplie-nous de te pardonner si tu veux venir au mariage, ont déclaré froidement mes parents. Ma sœur a ricané, elle ne peut pas vivre sans notre argent. Cette nuit-là, je suis parti en silence et j'ai réservé un billet en première classe pour Bora Bora. Le lendemain matin, tous leurs comptes, cartes de crédit, et même le fonds du mariage ont été gelés. À midi, j'ai reçu une avalanche de messages désespérés, « S'il te plaît, rentre à la maison, parlons ». Mon téléphone ne cessait de s'illuminer sous les appels paniqués. Tu n'assisteras pas au mariage de ta sœur si tu ne supplies pas pour être pardonné. Ma mère a dit, sa voix si froide qu'elle aurait pu geler du verre. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était le moment où j'ai enfin compris ce que je signifiais pour eux, rien de plus qu'un chéquier avec un pouls. La voix de ma sœur Lorraine résonnait faiblement à travers le haut-parleur du téléphone, gloussant en arrière-plan, « Elle ne le fera pas, maman. Elle ne peut pas vivre sans notre argent. » Cette phrase s'est gravée dans mon esprit. Pendant des années, j'avais été leur sauveuse silencieuse, celle qui payait les factures, couvrait les dettes et finançait les rêves qui n'étaient pas les miens. Et maintenant, cet exil par ultimatum. Cette nuit-là, alors que la pluie martelait ma fenêtre à Seattle, j'ai réalisé que je n'étais pas la faible de cette famille. Eux l'étaient. À minuit, ma valise était ouverte. À 2 heures du matin, un billet en première classe pour Bora Bora clignotait sur l'écran de mon ordinateur portable. À l'aube, j'étais parti. La ville à l'extérieur de ma fenêtre ressemblait à une peinture sur laquelle quelqu'un avait renversé de l'encre grise. La pluie tambourinait contre la vitre à un rythme régulier, un son qui m'avait toujours calmé auparavant. Ce soir, cela ressemblait à un compte à rebours. Je pouvais voir mon propre reflet, pâle et les yeux creux, me fixant. 33 ans, consultante principale en investissement dans l'un des meilleurs cabinets de Seattle, et pourtant, on me disait de supplier pour être pardonné juste pour être autorisé à assister au mariage de ma sœur. L'ironie était amère. C'était moi qui avais payé la majeure partie de la fête de fiançailles, l'acompte sur le lieu de réception, et même une partie de sa robe de créateur. Mais c'était moi qui devais m'excuser. L'appel était venu de nulle part. Je venais de terminer un rapport client quand mon téléphone a sonné. « Maman », ai-je répondu, m'attendant à la conversation habituelle. Mais son ton était sec, répété. « Lorraine est très contrariée, dit-elle. Tu l'as humiliée au dîner hier soir. » J'ai cligné des yeux, confuse. J'ai fait une blague. Une blague cruelle, a-t-elle claqué. Si tu veux assister au mariage, tu t'excuseras. Sinon, ne te donne pas la peine de venir. Puis est venue la voix de Lorraine en arrière-plan, douce mais tranchante. Elle ne le fera pas, maman. Elle a trop besoin de nous. Une pause. Elle ne peut pas vivre sans notre argent. La ligne a coupé avant que je ne puisse répondre. Je suis resté là un long moment, figé, le téléphone toujours à la main. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd. Leurs mots résonnaient, rebondissant à l'intérieur de mon crâne. Elle ne peut pas vivre sans notre argent. J'ai failli rire à nouveau. Si seulement ils savaient à quel point ils avaient tort. J'avais construit ma propre vie à partir de rien, pièce par pièce, sans l'aide de personne. La seule différence était que j'avais passé des années à utiliser ce succès pour nettoyer leurs dégâts. J'avais été le filet de sécurité dont ils refusaient de reconnaître l'existence. Je me suis versé un verre de vin et je me suis laissé tomber sur le canapé. Le souvenir du dîner s'est rejoué avec des détails vifs. Lorraine, assise en bout de table, rayonnante de fierté en montrant sa bague de fiançailles et la nouvelle Tesla d'Ethan garée dehors. Nos parents, suspendus à ses lèvres, leurs yeux pleins d'adoration. Puis quelqu'un avait demandé, « Comment avez-vous pu vous permettre la nouvelle maison si vite ?» Lorraine avait souri timidement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, j'avais dit légèrement, « Elle est douée pour trouver des gens pour payer la note. » Je le disais en plaisantant, mais l'air était devenu glacial. Le visage de Lorraine s'était durci. Ma mère m'avait lancé un regard assez aiguisé pour trancher un os. « Ce n'est pas drôle, Clara » avait-elle sifflé. Le reste du dîner s'était déroulé en silence, brisé seulement par le cliquetis des couverts. Maintenant, moins de 24 heures plus tard, on me disait de supplier. L'humiliation piquait plus que je ne l'avais prévu. J'avais tout fait correctement, diplômé avec mention, acheté mon propre appartement, travaillé dur, jamais demandé d'aide. Et pourtant, à leurs yeux, j'étais toujours le plan B, la fille fiable sur qui on pouvait compter pour tout réparer, peu importe à quel point c'était injuste. Ce n'était pas de l'amour,
c'était du contrôle déguisé en loyauté familiale. La pluie s'est intensifiée, striant la vitre de rubans argentés. J'ai posé mon verre et je me suis levé, faisant les 100 pas dans le salon. Mon esprit a parcouru toutes les années où j'avais tranquillement porté leur fardeau. La fois où j'ai payé la facture d'hôpital de papa, $8000 qu'ils avaient promis de rembourser mais n'ont jamais fait. Les 5 ans où j'ai couvert les factures de services publics de la famille parce que, les temps étaient durs. Les renflouements sans fin pour les dettes de carte de crédit de Lorraine, ses vacances spontanées, ses achats impulsifs qu'elle justifiait toujours comme des dépenses de réseautage. Chaque dollar avait été une excuse silencieuse pour quelque chose que je n'avais pas fait de mal. Je me suis dirigé vers la bibliothèque et j'ai passé mes doigts sur le dos des rapports financiers empilés là. Chacun représentait un client, une vie que j'avais aidé à stabiliser. J'étais doué pour réparer le chaos des autres, je n'avais juste jamais appris à arrêter de réparer celui de ma famille. Mon téléphone a de nouveau vibré, brisant le silence. Un nouveau message a clignoté sur l'écran, de maman. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Lorraine mérite sa journée spéciale. Tu lui dois bien ça. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne s'imprègnent enfin. Tu lui dois ça. C'était comme recevoir une gifle. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lumière bleue a inondé la pièce, jetant tout dans des tons froids. Mon reflet sur l'écran semblait calme, presque détaché. J'ai tapé « vol Bora Bora » dans la barre de recherche. La première option qui est apparue était un vol sans escale partant dans 6 heures. Première classe. Cher. Je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, l'argent ressemblait à une arme que je pouvais utiliser pour moi-même. J'ai cliqué sur « Réserver maintenant ». Alors que l'email de confirmation arrivait dans ma boîte de réception, j'ai senti un calme étrange s'installer en moi. La colère était toujours là, mais en dessous, il y avait autre chose. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti ma valise. Je n'ai pas emporté grand-chose. Quelques robes, un maillot de bain, mon ordinateur portable et un dossier de documents financiers que je gardais sous clé. Ce n'était pas seulement la preuve de mon indépendance, c'était la preuve de tout ce qu'ils avaient pris pour acquis. Reçu, virement, numéro de compte, confirmation de paiement. Mon histoire invisible. À 2 heures du matin, je me suis de nouveau tenu près de la fenêtre, regardant la ville dormir. La pluie s'était ralentie en une brume. En bas, les voitures sifflaient sur les rues mouillées, les phares s'étalant sur le trottoir comme des souvenirs qui s'estompent. J'ai pensé à ce que ma mère avait dit sur le pardon. Je n'étais pas sûr de pouvoir un jour leur pardonner, mais je savais une chose avec certitude, j'en avais fini de supplier. Je n'étais plus leur sauveuse. Je n'étais plus leur bouc émissaire. J'en avais fini de financer leur illusion de perfection. J'ai fermé ma valise, le son tranchant le silence. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message, cette fois de Lorraine. Ne sois pas dramatique. Dis juste pardon. Ce n'est pas si grave. J'ai retourné l'écran face contre la table. C'était grave. C'était 33 ans de gravité. L'horloge au mur indiquait 2h07. J'ai attrapé mon manteau et mes clés. L'air extérieur était froid, vif, presque purifiant. La ville sentait le bitume mouillé et la liberté. J'ai jeté un dernier regard à mon appartement avant de verrouiller la porte derrière moi. Les lumières du couloir ont vacillé alors que je me dirigeais vers l'ascenseur. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était plus de la peur. C'était de l'adrénaline, de l'anticipation. Un nouveau départ. Au bord du trottoir, j'ai hélé un taxi. Le chauffeur a jeté un coup d'œil à mes bagages. Direction l'aéroport, a-t-il demandé. Ouais, dis-je en glissant sur la banquette arrière. Le premier vol qui part. Alors que le taxi s'éloignait, l'horizon de Seattle s'est estompé derrière moi, des tours grises avalées par la brume. J'ai senti la tension quitter mes épaules, remplacée par un étrange frisson électrique. Je ne savais pas ce qui m'attendait à Bora Bora, mais je savais ce que je laissais derrière moi. Alors que l'autoroute s'ouvrait devant nous, j'ai appuyé ma tête contre la vitre froide et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois de ma vie, je ne courais pas après l'approbation ou le pardon. Je courais après la liberté. Et je venais d'acheter mon aller simple. L'avion bourdonnait doucement sous moi alors que les lumières de Seattle disparaissaient dans un flot en contrebas. À travers le hublot ovale, le ciel passait du gris acier à un bleu nuit profond,
strié de légères touches d'or là où le soleil venait de se coucher. J'ai appuyé ma tête contre le siège et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois de ma vie, je ne me précipitais pas pour régler le problème de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas le filet de sécurité, la comptable, la personne fiable. J'étais une femme volant vers la liberté, ne sachant pas ce qui l'attendait de l'autre côté. Le bourdonnement des moteurs était presque hypnotique. Autour de moi, les passagers chuchotaient ou dormaient, la lueur de leurs écrans vacillant sur des visages calmes. Mon esprit, cependant, refusait de se reposer. Il revenait en arrière, à travers des années passées à essayer d'être la fille parfaite, la sœur sur qui on peut compter. Chaque souvenir était un fil de la même tapisserie, sacrifice silencieux et une fin d'être vu. Je pouvais presque entendre la voix de ma mère, « Tu es la pragmatique, Clara. On peut toujours compter sur toi. » J'avais porté ces mots comme un insigne d'honneur jusqu'à ce qu'ils se transforment en chaîne. Je me suis souvenu d'avoir 25 ans, remboursant encore mes prêts étudiants pendant que ma sœur Lorraine voyageait à travers l'Europe avec de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. Mes parents l'appelaient « la rêveuse », tandis que j'étais « la stable ». Ils en riaient au dîner, fiers de nos différences. Je riais aussi, faisant semblant que ça ne piquait pas, « Chaque famille a besoin d'un soutien de famille », disait ma mère en sirotant du vin, comme si elle me complimentait. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est que chaque famille a besoin de quelqu'un pour nettoyer le désordre. Le premier enflouement est arrivé tôt. Mon père a appelé un soir, la voix tremblante. « Ma chérie, ta mère et moi avons pris du retard sur l'hypothèque. Juste pour 1 mois ou 2. On te remboursera tout de suite. » J'avais 26 ans, fraîchement promu, économisant à peine assez pour moi-même. Mais j'ai quand même viré $5000. Il m'a remercié encore et encore. Je l'ai cru quand il a dit qu'il me rembourserait. Il ne l'a jamais fait. Je n'ai pas redemandé. C'est comme ça que ça a commencé. Non pas avec une demande, mais avec de la gratitude. Une gratitude qui s'est transformée en attente. Alors que l'avion montait plus haut, la ville a disparu sous les nuages. J'ai siroté mon café et j'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit que j'avais de la chance d'avoir une famille si proche. Chance n'était pas le mot. Lié l'était. Lorraine savait toujours comment transformer son chaos en sympathie. Peux-tu juste couvrir le loyer ce mois-ci? Mes clients tardent à payer. Peux-tu rembourser ma carte? Je te le rendrai dès que mon chèque sera encaissé. Je disais toujours oui. Je me disais que c'était temporaire, qu'un jour elle me rendrait l'appareil. Mais elle ne l'a jamais fait. J'ai ouvert les yeux et j'ai fixé l'obscurité au-delà du hublot. Je me demandais s'ils étaient à la maison en ce moment, réalisant que les cartes de crédit ne fonctionnaient pas, que les factures n'étaient pas payées par magie. Un frisson de culpabilité a traversé ma poitrine, mais il s'est vite estompé. Pendant des années, j'avais été l'échafaudage invisible qui soutenait leur vie. Maintenant, ils allaient enfin sentir le vide dans lequel j'avais vécu. C'était peut-être le karma. Les hôtesses de l'air ont tamisé les lumières. J'ai tiré la fine couverture sur mes genoux et j'ai essayé de dormir. Mais les souvenirs ne cessaient de revenir. Le jour où le cœur de mon père a lâché. La panique, les factures d'hôpital. Le soulagement quand j'ai trouvé assez d'économies pour couvrir l'opération. $8000 partis du jour au lendemain. Ma mère en larmes, ma sœur disant « Tu es incroyable, Clara. Tu l'as sauvée. » Ils n'en ont plus jamais parlé. La gratitude a duré une semaine, l'attente a duré des années. J'étais devenu leur police d'assurance. Des turbulences ont secoué la cabine. J'ai agrippé la coudoir, mais je n'avais pas peur. C'était presque approprié. Un peu de chaos en échange de clarté. J'ai vu des éclairs vaciller faiblement au loin, illuminant les nuages. C'est à ça que ressemblait ma famille. Des éclairs de chaleur entre des tempêtes de silence. J'étais celle qui tenait le parapluie. Toujours assez sèche pour rester debout, jamais assez en sécurité pour me reposer. J'ai pensé à la façon dont Lorraine avait souri au dîner de fiançailles, il y a quelques jours à peine, sa main manucurée reposant sur le bras de son fiancé, Ethan. Elle est jalouse, avait-elle dit après ma blague sur le fait qu'elle trouvait des gens pour payer ses factures. J'ai vu la lueur de satisfaction dans ses yeux quand maman a pris son parti. Peut-être qu'elle attendait ce moment depuis toujours. Le jour où elle pourrait enfin me faire passer pour la méchante. J'ai éteint la liseuse et j'ai refermé les yeux. Le bruit des moteurs s'est estompé en arrière-plan, et un instant,
j'ai imaginé la maison de mes parents. La cuisine avec la lumière vacillante, la pile de courriers non ouverts, l'écho des disputes derrière des portes closes. Ils me blâmaient probablement déjà. M'appelant ingrate, instable, sans cœur. Je les ai laissés faire. Pour une fois, leurs mots ne pouvaient pas m'atteindre. Je me suis souvenu d'une autre fois, peu après le rétablissement de papa, quand maman a appelé en larmes parce que leur chauffe-eau était tombé en panne. Je venais de recevoir ma première prime de travail, 1000 $ que j'avais prévu d'utiliser pour quelque chose de petit et de personnel, peut-être un week-end. Au lieu de cela, je le lui ai envoyé sans hésiter. « Tu es une telle bénédiction », a-t-elle dit avant de raccrocher. Je n'ai jamais eu ce week-end. Ça se passait toujours comme ça. Une crise après l'autre, chacune portant un déguisement différent. Une réparation de voiture, une facture oubliée, un acompte de mariage. Ma vie avait été une série de retraits déguisés en gratitude. Les nuages ont commencé à s'éclaircir alors que l'avion passait au matin. J'ai légèrement ouvert le hublot et j'ai vu des traînées de lumière orange douce percer. C'était presque beau. Le genre de beauté qui ne demande pas la permission. Je me demandais ce qu'il dirait quand il réaliserait que je ne revenais pas. Quand il comprendrait enfin que chaque commodité dans leur monde provenait de mes sacrifices silencieux. Peut-être qu'ils appelleraient ça une trahison. Mais ce n'était pas une trahison. C'était un équilibre. J'ai pensé au pardon. Comment ma thérapeute avait dit un jour que ce n'était pas d'excuser les autres, mais de se libérer de l'attente du changement. J'avais passé toute ma vie à attendre un changement qui n'est jamais venu. Peut-être que le pardon dont j'avais besoin était pour moi-même. Pour être resté si longtemps, pour avoir tant pardonné. Pour avoir confondu la manipulation avec l'amour. L'hôtesse de l'air s'est approchée avec un doux sourire. « Voudriez-vous le petit déjeuner, madame ?» J'ai levé les yeux vers elle et j'ai réalisé que j'étais affamé. « Oui », dis-je doucement. Ma voix ne ressemblait plus à la mienne. Elle semblait plus légère. Elle m'a tendu un plateau de fruits, de toast. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Une nourriture simple, silencieuse, quelque chose que je ne m'étais pas accordé depuis des années. Alors que le soleil montait plus haut, peignant le ciel en or, j'ai ouvert mon journal, quelque chose que je n'avais pas touché depuis l'université, et j'ai commencé à écrire. Pas sur eux, mais sur moi. Je veux la paix, ai-je écrit. Je veux récupérer ma vie. Les mots semblaient étrangers sur le papier, comme s'ils appartenaient à quelqu'un de plus courageux. J'ai continué à écrire. De petites choses au début. Nager à nouveau. Rire sans culpabilité. Arrêter de m'excuser d'exister. Chaque mot me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même que j'avais mise en gage en échange de l'approbation. Le commandant de bord a annoncé notre descente. J'ai regardé par le hublot l'étendue d'eau bleue en dessous, parsemée d'îles qui scintillaient sous la lumière du matin. Bora Bora ressemblait à un rêve, incroyablement vif. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'anticipation. Alors que l'avion s'inclinait, la lumière du soleil a inondé la cabine, se déversant sur mes mains. Pendant des années, j'avais vécu sous des lumières fluorescentes et des regards froids, construisant une vie qui appartenait à tout le monde sauf à moi. Maintenant, je courais après la chaleur que je ne savais pas que je méritais. Les roues ont touché le sol avec une légère secousse. Les passagers se sont agités, s'étirant et souriant. J'ai rassemblé mes affaires, sentant le poids de ma vie à la maison se soulever de mes épaules comme un manteau que j'avais enfin enlevé. En descendant sur le tarmac, la chaleur m'a frappé, épaisse, humide, vivante. L'air sentait le sel et quelque chose de sucré, comme des fleurs après la pluie. J'ai plissé les yeux face à la lumière du soleil, clignant des larmes que je n'avais pas réalisé être là. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais. Le pardon? La vengeance? Peut-être les deux. Mais alors que je me tenais là, l'océan scintillant devant moi, je savais une chose avec une certitude absolue, j'en avais fini d'être la personne sur qui on peut compter. J'étais enfin libre. L'air sentait le sel de mer et le soleil alors que je descendais du petit bateau pour arriver sur le quai. L'eau était d'un bleu qui semblait presque irréel, le genre que l'on ne voit que dans les magazines de voyage en attendant dans le cabinet d'un médecin. Une brise a soulevé mes cheveux et, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait au calme. Le chauffeur m'a tendu mes bagages avec un sourire poli, mais je pouvais à peine me concentrer. Mes yeux restaient fixés sur l'horizon, sur cette étendue infinie d'océan qui me semblait être un miroir, vaste, sans jugement, libre.
Le complexe n'était pas grand, juste une poignée de bungalows au toit de chaume s'étendant sur le lagon comme des morceaux de bois flottés. J'ai suivi l'employé le long d'une passerelle en bois, mes sandales tapant doucement contre les planches. Chaque pas loin du bateau me semblait être un pas loin de mon ancienne vie. Le bruit de l'eau sous moi, doux et constant, a remplacé le bourdonnement du trafic urbain qui avait vécu dans mes oreilles pendant si longtemps. À l'intérieur du bungalow, l'air était frais et calme. Des rideaux blancs flottaient dans la brise provenant des portes ouvertes de la terrasse. Je suis resté là un long moment, ma valise oubliée à côté de moi. Le silence me pressait d'une manière presque troublante. Pas de téléphone qui vibre, pas de voix qui m'appelle. Juste le clapotis rythmique des vagues sous le plancher. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai laissé le calme s'installer autour de moi. La première vraie inspiration que j'ai prise a un peu brûlé en sortant. C'était étrange de réaliser que la paix pouvait faire mal, qu'elle pouvait ressembler à des muscles inutilisés depuis trop longtemps. J'avais imaginé ce moment 1000 fois au cours des derniers jours, mais maintenant qu'il était là, je ne savais pas quoi en faire. La liberté avait toujours été un fantasme. Maintenant, c'était un fait, et cela me semblait à la fois exaltant et terrifiant. J'ai ouvert les portes du balcon plus largement et je suis sorti. La lumière du soleil était aveuglante au début, se reflétant sur l'eau vitreuse en contrebas. De minuscules poissons filaient dans les bas-fonds, des éclairs d'argent contre le corail. Un vent léger a balayé mon visage, portant le faible parfum de noix de coco et de sel. Je me suis appuyé sur la balustrade et j'ai murmuré à moi-même, tu t'en es sorti. À l'intérieur, mon téléphone a de nouveau vibré, persistant, vibrant contre le bureau. Je me suis retourné et je l'ai fixé. L'écran s'est allumé avec le nom de ma mère, puis celui de Lorraine. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, un texto est apparu. L'électricité est coupée. As-tu oublié de payer la facture? Un autre a suivi rapidement. Appelle-moi tout de suite, Clara. J'ai mis le téléphone en sourdine et je l'ai posé face contre la table. Mes mains tremblaient légèrement en expirant, mais le tremblement n'était pas de la peur. C'était autre chose. Le sentiment de contrôle, peut-être. Ou peut-être était-ce simplement du soulagement. Pour une fois, je n'étais pas responsable de réparer quoi que ce soit. Je suis allé à la kitchenette, je me suis préparé un café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le lagon scintiller sous le soleil levant. Le goût amer m'a ancré. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais précipité mes matinées, jonglant avec les appels téléphoniques et les délais, gérant les urgences de ma famille avant même que ma propre vie ne commence. Ici, les heures s'étiraient, larges, lentes et indulgentes. Quand j'ai de nouveau vérifié le téléphone, il affichait 12 appels manqués et 10 messages non lus. Le dernier, de Lorraine, disait « Qu'est-ce que tu as fait ?» La carte d'Ethan ne marche pas non plus. Un petit rire m'a échappé. Ce n'était pas cruel, juste incrédule. Comme leur confiance s'effondrait rapidement sans moi, comme leur monde était fragile quand ils ne pouvaient pas me joindre avec une seule demande. Je pouvais presque les imaginer. Ma mère faisant les 100 pas dans la cuisine, Lorraine criant, mon père silencieux en arrière-plan, faisant semblant de ne pas voir. J'ai de nouveau fermé le téléphone et je l'ai mis de côté. Dehors, un petit bateau à moteur a traversé l'horizon, laissant des ondulations dans son sillage. J'ai regardé l'eau se lisser pour redevenir calme en quelques secondes. C'est ce que je voulais être, comme cette eau. Dérangé, mais jamais brisé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai déballé lentement, rangeant soigneusement les vêtements dans les tiroirs. Bien que je ne prévoyais pas de rester longtemps, il ne s'agissait pas de s'installer. Il s'agissait de reprendre le contrôle. J'ai posé mon ordinateur portable sur le bureau, le même où j'avais passé des années à faire des heures supplémentaires pour financer la vie de tout le monde. Maintenant, il servirait un but différent. Je l'ai branché, je l'ai allumé et j'ai fixé le bureau vide pendant un long moment. Une seule pensée a vacillé, s'ils voulaient savoir à quoi ressemblait la vie sans moi, je leur montrerai. La décision n'est pas venue de la rage, mais de la clarté. Toute ma vie, j'avais cru que la vengeance devait être bruyante, que la justice devait être spectaculaire. Mais ce contrôle silencieux et méthodique me semblait plus fort que tous les cris du monde. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon nom est apparu sur plusieurs comptes, chacun lié à une facture familiale différente, chacun étant une attache que je les avais laissés me mettre. Mon curseur a plané une seconde avant que je ne clique sur « Gérer l'accès ». Les fenêtres de confirmation sont apparues une par une. Geler le compte?
Oui. Désactiver le paiement automatique? Oui. Supprimer l'autorisation conjointe? Oui. Chaque clic était une petite libération. Mon pouce est stabilisé alors que les notifications confirmaient ce que je savais déjà, mes liens se dissolvaient, une décision à la fois. Après cela, j'ai ouvert les sites web des compagnies de services publics. Eau, électricité, gaz, tous encore liés à mon nom, à mes cartes, à ma générosité silencieuse. J'ai annulé chaque paiement automatique, sauvegardant les confirmations comme un rituel. Quand je suis arrivé au forfait téléphonique partagé, j'ai fait une pause. Les numéros de ma mère et de Lorraine brillaient sur l'écran, des extensions de moi. J'ai composé le service client. Bonjour, a gazouillé la femme au bout du fil. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, dis-je d'un ton neutre. J'aimerais supprimer 2 lignes de mon forfait. Sa voix s'est éclaircie. Certainement. Puis-je avoir les numéros, s'il vous plaît? Je les ai lus attentivement. La frappe à l'autre bout était douce, rythmée. C'est fait, dit-elle. Les 2 lignes ont été déconnectées. Elles recevront une notification sous peu. Merci, ai-je répondu et j'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone silencieux sur la table, imaginant leur panique alors que le monde qu'ils avaient construit sur mon travail silencieux commençait à s'effondrer. Mais ce n'était pas de la jubilation qui m'emplissait, c'était de la paix. Le genre qui vient quand le bruit s'arrête enfin. Le soleil commençait à se coucher quand je suis de nouveau sorti. L'air était chaud et l'horizon brûlait d'or et de rose. Je me suis assise au bord de la terrasse, laissant mes pieds pendre dans l'eau. Elle était chaude, presque soyeuse, et un instant, je me suis senti en apesanteur. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le bruit des petites vagues contre le bois, chacune douce et indulgente. Derrière moi, mon téléphone vibrait sans arrêt. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir ce que disaient les messages. Je pouvais les entendre dans mon esprit. Les textos frénétiques de ma mère, ceux, en colère, de Lorraine, les tentatives à moitié convaincues de mon père de servir de médiateur. J'ai tendu la main en arrière, j'ai pris le téléphone et je l'ai éteint complètement. Le silence qui a suivi était exquis. Quand l'obscurité s'est installée sur l'île, j'ai allumé une seule bougie sur la terrasse et je me suis versé un verre de vin. Le lagon reflétait les étoiles et le bruit de l'océan se confondait avec les battements de mon cœur. J'ai pensé à Seattle, aux rues grises, aux bureaux fluorescents, à la pluie froide, et je me suis demandé s'ils étaient assis dans le noir maintenant, me blâmant. C'était peut-être de la vengeance, peut-être de la justice. Ou peut-être était-ce simplement le prix de la liberté. J'ai bu une gorgée de vin et j'ai murmuré dans la nuit, vous m'avez appris que le silence était l'obéissance. Je l'ai transformé en pouvoir. Le vent a emporté les mots sur l'eau, et j'ai souri faiblement. Le monde autour de moi était silencieux, mais à l'intérieur, pour la première fois, ce n'était pas vide. C'était plein de force, de défis, de quelque chose qui ressemblait dangereusement à la paix. Alors que je rentrais pour dormir, la bougie brûlait encore, petite et stable, une seule flamme entourée d'obscurité. Elle a vacillé lorsque la brise est passée par la fenêtre ouverte, mais elle ne s'est pas éteinte. Moi non plus. La lumière du matin s'est glissée à travers les rideaux blancs, peignant de fines rayures dorées sur le sol. Je me suis réveillé au son de la mer frôlant doucement le dessous du bungalow, chaque vague un lent battement de cœur contre les pilotis. Un instant, je suis resté immobile, écoutant le calme bourdonnement du paradis. Le monde extérieur était paisible, mais en moi, il y avait un pouls régulier de détermination. Je n'étais plus venu ici pour m'échapper. J'étais venu pour finir ce que j'avais commencé. J'ai préparé du café et j'ai porté la tasse sur le petit bureau en bois près des portes ouvertes. Le lagon s'étendait à l'infini devant moi, le turquoise se fondant dans le bleu profond. L'immobilité a rendu mes mains plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. J'ai posé mon ordinateur portable sur le bureau, je l'ai ouvert et j'ai regardé la lueur remplir la pièce. Certaines guerres, ai-je murmuré, se gagnent sans élever la voix. La première chose que j'ai ouverte, ce sont mes messages. De vieux textos de ma mère, chacun un fil de contrôle déguisé en amour. N'oublie pas la facture d'électricité. La carte de Lorraine a été refusée, peux-tu régler ça? Tu es si fiable, ma chérie. Des mots qui piquaient autrefois me rendaient maintenant étrangement calme. J'ai fait défiler plus loin. Tu as de la chance d'avoir une famille qui dépend de toi. Sois reconnaissante que nous te fassions confiance pour ces choses. Manipulation tissée soigneusement entre des plaisanteries.
J'ai supprimé tout le fil. Ensuite sont venus les messages de Lorraine, sa voix résonnant à travers les mots sur l'écran. Peux-tu me virer 400 $? Je te rembourserai vendredi, promis. La famille d'Ethan nous a invités à Miami et je ne peux pas arriver fauché. Tu comprends, n'est-ce pas? Je me suis souvenu de ce texto. Je venais de payer leur facture d'eau ce matin-là. J'avais ri de son audace alors, mais ce n'était plus drôle. Je les ai tous sélectionnés et j'ai cliqué sur « Archiver ». C'était comme nettoyer une blessure. J'ai ouvert mon compte bancaire en ligne. Mon pouls a ralenti. La liste des comptes liés défilait comme un appel nominal de ma servitude. L'hypothèque de mes parents, leurs services publics, leurs cartes de crédit, tous encore connectés à moi. Chacun était une laisse silencieuse que je les avais laissés m'attacher. Clique geler le compte. Confirmer. Clique désactiver les virements automatiques. Confirmer. Clique supprimer l'autorisation partagée. Confirmer. Chaque fenêtre de confirmation produisait un petit son, un doux carillon, le genre qu'on pourrait entendre dans un temple. C'était mécanique, mais j'y ai senti quelque chose de spirituel. Des années de culpabilité se déroulant ligne par ligne, remplacées par un silence qui bourdonnait de liberté. Puis je me suis tourné vers les services publics. Gaz, électricité, eau, Internet. J'ai annulé chaque paiement automatique, faisant une capture d'écran des confirmations. Mon nom a disparu des comptes un par un. Pour la première fois, les factures étaient vraiment les leurs. J'ai imaginé la confusion de ma mère quand elle a réalisé que les paiements n'étaient pas passés. Son incrédulité se transformant en colère, puis en peur. Je n'ai pas souri. J'ai juste respiré. Le dernier était le forfait téléphonique. C'était quelque chose que j'avais payé depuis que Lorraine était à l'université, une habitude qui nous avait suivis à l'âge adulte. J'ai composé le numéro du service client. La musique d'attente était du jazz doux, joyeux et inconscient. Quand une femme a répondu, sa voix était amicale et vive. Bonjour, ici Jessica. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'aimerais supprimer 2 lignes de mon forfait, dis-je. Certainement. Puis-je avoir les numéros? Je les ai donnés. Elle a tapé rapidement, efficace et polie. C'est fait, a-t-elle dit. Les 2 lignes ont été déconnectées. Elles recevront un message sous peu. Merci. Quand j'ai raccroché, j'ai fixé le téléphone. Quelque part à Seattle, 2 appareils allaient bientôt se taire, le signal coupé. Pendant des années, ils avaient utilisé ma voix, mon nom, mes ressources pour rester connectés. Maintenant, la ligne entre nous avait été littéralement coupée. Dehors, l'océan scintillait. J'ai pris mon café sur le balcon et je me suis assise, laissant la lumière du soleil réchauffer ma peau. La culpabilité a essayé de revenir, chuchotant le vieux mensonge, c'est ta famille. Tu ne peux pas simplement les couper de ta vie. Mais la brise l'a emporté. J'avais passé une vie à être leur filet de sécurité. Ils avaient pris ma gentillesse pour de la dépendance. Maintenant, ils allaient voir qui avait vraiment besoin de qui. Le téléphone a recommencé à vibrer. Même sans son, la vibration contre le bois était constante, implacable. Je l'ai retourné. Des messages s'empilaient sur l'écran de verrouillage. Pourquoi nos cartes sont-elles gelées? La banque dit que tu as changé quelque chose. Clara, appelle-nous tout de suite. L'électricité est coupée, es-tu derrière ça? J'ai regardé les notifications se multiplier, non lues. Le rythme des vibrations correspondait au bruit des vagues, comme si la nature elle-même se moquait de leur panique. Je n'en ai ouvert aucun. J'ai simplement posé le téléphone face contre la table et je suis allé nager. L'eau était chaude et claire, m'enveloppant comme de la soie. J'ai fait la planche, fixant le ciel ouvert. La lumière du soleil dansait sur la surface, aveuglante et belle. J'ai pensé à toutes les années où j'avais porté leurs problèmes sur mes épaules. Les appels sans fin, les paiements tard le soir, la culpabilité qui suivait chaque refus. J'avais pensé que l'amour signifiait tout réparer. Mais maintenant, je savais que l'amour avait des limites. Sans elle, ce n'était pas de l'amour, c'était de la servitude. Quand je suis revenu à l'intérieur, ma peau sentait le sel et la liberté. Le téléphone était là où je l'avais laissé, vibrant à nouveau. Je ne l'ai pas touché. Au lieu de cela, je me suis assise au bureau et j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur portable. J'ai commencé à tout organiser.
Chaque reçu, chaque virement, chaque document prouvant où l'argent était allé. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de clarté. De construire quelque chose qui pourrait résister à leurs mensonges. Le dossier s'est rempli rapidement. L'opération de papa, $8 000. Le loyer de Lorraine, $1,200. Les paiements de carte de crédit, $5,600. Les factures de la maison, $12 000. Les chiffres se brouillaient, formant l'histoire de mon silence. J'ai intitulé le dossier « Le registre Weston » et je l'ai sauvegardé sur le cloud. Dehors, le soleil se couchait, transformant le lagon en or en fusion. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé à la chaise. Le calme autour de moi était profond. Ma vengeance n'était ni bruyante ni cruelle. Elle était équilibrée. Pour chaque année où j'avais été leur fournisseur invisible, ils allaient maintenant sentir le poids de leur propre choix. J'ai versé un autre verre de vin et j'ai marché jusqu'au bord de la terrasse. Le ciel était strié de rose et de violet. Mon reflet vacillait sur la surface de l'eau, inconnu et calme. L'air sentait le sel et le bois mouillé. J'ai pris une lente inspiration et j'ai murmuré, ils ont construit leur monde sur mon silence. Que le silence soit leur perte. À l'intérieur, le téléphone a de nouveau pulsé, un rythme désespéré et sans vie. J'imagine la scène se déroulant à la maison. La panique de ma mère alors que la maison s'assombrissait. La rage de ma sœur alors que sa carte était refusée dans une boutique. La confusion silencieuse de mon père alors qu'il réalisait à quel point il n'avait aucune idée de comment tout cela fonctionnait sans moi. Le bruit ne me dérangeait pas. C'était le bruit d'une vie que j'avais enfin laissée derrière moi. Quand les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, je n'ai pas bougé. Je suis resté là, laissant l'eau couler sur ma peau. L'orage a roulé à l'horizon, un tonnerre lointain résonnant doucement. C'était poétique, d'une certaine manière. La nature lavant tout ce qui était ancien. De retour à l'intérieur, je me suis séché et j'ai enfilé une robe ample. La pièce sentait légèrement l'air marin et la pluie. J'ai allumé une seule bougie sur la table à côté du lit, sa flamme stable et petite. Le téléphone avait cessé de vibrer. Je l'ai pris, j'ai vérifié l'écran. 69 appels manqués, plus de 100 messages non lus. Je l'ai éteint complètement et je l'ai mis de côté. Dehors, la pluie s'est intensifiée, tambourinant doucement sur le toit. Je me suis allongé sur le lit, les yeux ouverts, écoutant. J'ai pensé à chaque sacrifice, chaque dette, chaque moment silencieux où je les avais choisis eux plutôt que moi-même. Et puis j'ai pensé à ceci, cette paix, ce contrôle silencieux, cette force qui ne venait pas de la colère, mais de la clarté. Avant que le sommeil ne m'emporte, j'ai murmuré une dernière pensée dans le noir, ils m'ont demandé de supplier. J'ai répondu par le silence. La bougie a vacillé une fois, puis s'est stabilisée, brûlant, vive et immobile, contre la tempête. Le soleil était à peine levé quand j'ai ouvert les yeux. Le lagon à l'extérieur scintillait dans une douce lumière matinale, les vagues murmurant contre les pilotis du bungalow. Ça aurait dû être un matin paisible, mais l'air était déjà chargé, lourd de quelque chose que je ne pouvais nommer. Je me suis versé une tasse de café et je suis sorti sur la terrasse. L'horizon brillait d'un rose pâle, un calme auquel je ne faisais pas confiance. Quelque part de l'autre côté de l'océan, les premières fissures dans la façade parfaite de ma famille commençaient à se former. Je n'avais pas prévu de vérifier mon téléphone, mais l'habitude persistait comme un bleu. Je l'ai retourné une fois, m'attendant à moitié à un autre déluge de messages, et ils étaient là. 27 appels manqués, des dizaines de textos. Je ne les ai pas ouverts. J'ai juste fixé les chiffres, puis j'ai posé le téléphone face contre la table. J'ai siroté mon café lentement, laissant la chaleur me brûler la langue. Le silence semblait plus aigu que jamais, comme si j'écoutais quelque chose de très loin. J'ai imaginé ma mère se réveillant dans la vieille maison, son peignoir de soie bien noué, se dirigeant directement vers la cuisine pour faire du café. Le premier indice serait venu avec le sifflement de la cafetière refusant de s'allumer. Puis les lumières. Interrupteur. Rien. Elle aurait froncé les sourcils, vérifié le disjoncteur, puis les factures. Et c'est laquelle l'aurait vu. Paiement en retard. Elle aurait appelé mon père d'abord, puis Lorraine, puis moi. Et quand je n'aurais pas répondu, la panique se serait propagée. J'ai pris une autre gorgée de café et j'ai souri. Non pas par cruauté, mais par reconnaissance. Pendant des années, j'avais été le fil invisible qui les maintenait ensemble.
Maintenant, il tirait enfin sur une corde qui n'existait plus. Un petit bateau à moteur est passé, son sillage ondulant dans le lagon. L'air sentait le sel et l'huile de coco. Ma vie semblait si éloignée de la leur, c'était presque surréaliste, comme si je regardais le film de quelqu'un d'autre. J'ai étendu mes jambes sur le transat, sentant le soleil ramper sur ma peau. Mon téléphone a recommencé à vibrer. Je l'ai ignoré jusqu'à ce que le son devienne une pulsation régulière. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai pris le téléphone et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Les messages étaient courts et frénétiques. L'électricité est coupée. Clara, pourquoi ferais-tu ça? La carte de crédit de ton père a été refusée à la pharmacie. Le fleuriste vient d'appeler, l'acompte du mariage de Lorraine a été rejeté. Qu'est-ce que tu as foutu? J'ai posé le téléphone doucement, la vibration résonnant encore dans ma main. Mon cœur n'a pas accéléré cette fois. Il a simplement battu, régulier et sûr. À Seattle, la matinée se dégradait rapidement. Je pouvais l'imaginer parfaitement. La cuisine en désordre, la voix de ma mère tranchante comme un couteau, mon père cherchant des réponses, Lorraine faisant les 100 pas et jurant dans son téléphone mort. Ethan serait là aussi, l'image de la confusion, se demandant pourquoi la famille de sa fiancée ressemblait soudainement à un numéro de cirque. Ils essaieraient de me blâmer, bien sûr. Ils le faisaient toujours. Clara est instable. Clara est dramatique. Clara ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention. La vieille culpabilité a essayé de remonter, mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai juste expiré. J'ai mis le téléphone dans un tiroir, je l'ai fermé et je suis allé sur la plage. Le sable était doux, chaud sous mes pieds nus. L'eau était assez claire pour voir de petits poissons filer autour des rochers près du rivage. J'ai avancé dans l'eau jusqu'à ce que l'océan atteigne mes genoux, la lumière du soleil dansant sur la surface. Il devait appeler à nouveau. Je pouvais presque en entendre l'écho au fond de mon esprit. Mon nom, dit non pas avec amour, mais avec besoin. Pour une fois, je ne me sentais pas obligé de répondre. Quand je suis revenu au bungalow, j'ai trouvé un message vocal de Lorraine. Sa voix tremblait, mi-colère, mi-peur. Clara, ce n'est pas drôle. Maman pleure, papa panique, et Ethan pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Tu es allé trop loin cette fois. Règle ça. Tout de suite. Le message s'est terminé brusquement, suivi d'un autre de ma mère. Clara, s'il te plaît, quoi que ce soit, tu as fait passer ton message. Nous ne pouvons pas payer les factures. Les comptes sont gelés. Le mariage est un chaos. Tu ne veux pas avoir ça sur la conscience. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai réécouté les deux messages. L'ironie m'a fait éclater de rire. Ma conscience. C'était riche. Ils avaient bâti leur confort sur ma culpabilité pendant des années, et maintenant ils essayaient de l'utiliser comme une arme une dernière fois. Les heures ont passé lentement. À midi, le lagon scintillait comme du verre, la chaleur pressant doucement. J'ai rallumé mon téléphone une fois de plus et j'ai vu que les messages s'étaient multipliés. Ma mère à nouveau, Lorraine, mon père même. Le désespoir était palpable. S'il te plaît, appelle-nous. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Lorraine pleure. Nous ne pouvons pas joindre la banque. Clara, tu ruines tout. Tu as toujours été ingrate. C'est la semaine du mariage de ta sœur, pour l'amour de Dieu. Arrête ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'écran s'allumer. Message après message. Chacun était une petite victoire, un signe que l'équilibre avait enfin basculé. Le silence dans lequel ils m'avaient forcé à vivre si longtemps était maintenant le leur à endurer. De retour à la maison, le dénouement ne ferait qu'empirer. Harriet appellerait le directeur de la banque, pour se faire dire qu'elle n'avait plus d'autorisation partagée. Lorraine se rendrait chez Ethan, répétant des mensonges sur une « erreur bancaire », tout en essayant de cacher sa panique. Mon père s'assiérait à la table de la cuisine, la tête dans les mains, réalisant pour la première fois à quel point il n'avait jamais eu le moindre contrôle. L'image ne m'a apporté aucune joie, juste une satisfaction tranquille. La justice ne ressemblait pas toujours à de la vengeance. Parfois, elle ressemblait à un équilibre rétabli. En fin d'après-midi, je suis de nouveau descendu à l'eau, nageant cette fois au-delà du corail peu profond. Le courant était doux, m'enveloppant comme une chose vivante. J'ai fait la planche, laissant le monde s'immobiliser.
Pendant des années, j'avais été accablé par la responsabilité, par leurs attentes, par la culpabilité. Maintenant, l'eau me portait sans effort, et je les laissais faire. Quand je suis finalement rentré, le téléphone avait cessé de vibrer. Un bref instant, j'ai cru qu'ils avaient peut-être abandonné. Puis il a vibré une dernière fois. Un nouveau message de Lorraine. Ethan vient d'annuler le mariage. Il a tout découvert. Es-tu heureuse maintenant? J'ai fixé les mots un long moment. Une partie de moi voulait ressentir de la pitié, mais elle n'est jamais venue. Elle avait construit sa relation sur des mensonges, financés par mon silence. Ce n'était pas mon travail de la sauver de la vérité. J'ai fermé le message et j'ai de nouveau éteint le téléphone. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et je me suis tenu sur le balcon alors que le soleil se couchait derrière l'horizon. L'air était lourd d'humidité, le ciel brillant d'orange et d'or. L'océan en contrebas reflétait tout, infini et vivant. J'ai pensé à ma famille, assise dans cette maison froide et sombre à Seattle, entourée du chaos qu'ils avaient créé. Et j'ai murmuré doucement, vous m'avez appris à survivre en silence. Maintenant, le silence est votre professeur. Les premières étoiles sont apparues au-dessus de ma tête, brillantes et stables. Je les ai regardées jusqu'à ce que le ciel devienne complètement noir. Le vent a changé, portant l'odeur de la pluie de quelque part au loin. J'ai pris une autre gorgée de vin, sentant quelque chose s'installer en moi, une paix profonde et immuable. Pour la première fois depuis des années, le monde n'était pas lourd. Il était juste silencieux. Et ce silence, ai-je réalisé, était le mien. La pluie est arrivée avant l'aube, douce et rythmée, tapant contre le toit du bungalow comme un battement de cœur. Je me suis réveillé à l'odeur de l'air humide et du sel. Le monde extérieur était flou à cause d'une brume qui pendait bas sur le lagon, transformant tout en nuances d'argent et de bleu. C'était comme si l'île elle-même retenait son souffle. Moi aussi. J'ai préparé du café et je me suis assise près des portes ouvertes, laissant la brise humide me caresser le visage. Mon esprit était calme mais concentré, le genre de calme qui vient après qu'une tempête soit déjà passée. J'avais passé des jours à défaire la toile qui me liait à eux, coupant chaque fil un par un. Mais maintenant venait la question que je n'avais pas osé affronter, et après? Le téléphone était posé sur la table à côté de moi, silencieux pour une fois. Je l'ai allumé, m'attendant à moitié à un autre barrage de messages. Mais l'écran est resté immobile. Un instant, je me suis senti mal à l'aise. Puis j'ai vu les barres de signal vaciller. Enfin, un flot de notifications a éclaté sur l'écran, email, messages vocaux, appels manqués. La panique avait atteint son paroxysme. J'en ai ouvert un par curiosité morbide. C'était de ma mère. La tension de ton père a grimpé en flèche hier soir. Ce n'est plus drôle, Clara. Tu déchires cette famille. Le suivant était de Lorraine. Ethan ne répond plus à mes appels. Il pose des questions. Je lui ai dit que tu es juste amère et jalouse. Il ne me croit plus. J'espère que tu es fière. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé l'horizon, le contour faible des nuages brillant là où le soleil essayait de percer. Pendant des années, il m'avait fait croire que j'étais le problème, le bouc émissaire. Mais maintenant, avec leur monde qui s'effondrait, je le voyais enfin clairement. Ils avaient bâti leur paix sur mon silence, leur bonheur sur mon épuisement. La pluie s'est ralentie en bruine. Je me suis levé, j'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis assise au bureau surplombant l'eau. Le curseur clignotait devant moi, stable et patient. J'ai ouvert le dossier que j'avais créé la veille, le registre Weston. Page après page de reçus, de virements, de confirmations de virements et de me fixaient. Il ne s'agissait plus de prouver que j'avais raison. Il s'agissait de documenter ce qui avait été volé. Pas seulement de l'argent, mais des années de ma vie. Je voulais que la vérité soit écrite quelque part, de manière permanente, là où elle ne pourrait pas être déformée. J'ai commencé à tout organiser par année. 2017, le paiement de l'hypothèque. 2018, l'opération. 2019, le fonds de mariage. 2020, le prêt d'entreprise raté de Lorraine. Chaque dossier portait une partie de moi. Mes nuits tardives, mes sacrifices, mes excuses. J'ai étiqueté chaque dossier avec soin, comme si je nommais des fantômes. Dehors, le tonnerre a roulé au loin. Je pouvais voir la pluie se déplacer comme un rideau sur la mer, grise et douce. J'ai travaillé pendant des heures, mes doigts volant sur le clavier. Quand j'ai terminé,
je me suis adossé et j'ai regardé la liste des documents. 57 éléments, chacun un acte de loyauté qui avait été récompensé par de la manipulation. Puis j'ai ouvert une page blanche. En haut, j'ai tapé « Résumé des contributions financières, Clara Weston ». En dessous, j'ai commencé à tout lister. Au moment où j'ai atteint le bas, le total m'a coupé le souffle. 46 200 $. J'ai fixé le nombre jusqu'à ce que les bords de ma vision se brouillent. Toutes ces années, tous ces moments où je pensais que j'aidais, où je pensais qu'on m'aimait pour ça. Ce nombre n'était pas seulement de l'argent. C'était la preuve de qui j'avais été. La preuve que l'amour, pour eux, était toujours venu avec un reçu. Ma gorge s'est serrée. Je me suis levé, je suis sorti et j'ai laissé la pluie me laver. L'air était épais et lourd, le ciel sombre mais pas en colère. J'ai incliné mon visage vers le haut, sentant les gouttes glisser sur ma peau. Il ne restait plus de tristesse, seulement quelque chose de brut et de silencieux. Une étrange gratitude creuse. J'avais enfin compté le coût de ma loyauté. Quand la pluie s'est calmée, je suis retourné à l'intérieur, me séchant les cheveux avec une serviette. Mon reflet dans le miroir m'a surprise. J'avais l'air plus âgé, pas fatigué, mais ancré. Le genre de visage qui a appris à ne plus s'excuser. J'ai allumé une bougie sur le bureau et je me suis de nouveau assise. La flamme vacillait doucement, se reflétant dans la vitre de mon ordinateur portable. J'ai pensé à tout ce qu'Ellen Brooks, mon ancienne mentor, m'avait dit un jour. La vengeance n'est jamais le but, Clara. Le but est la paix. Parfois, ils se ressemblent en chemin. J'ai ouvert mon email et j'ai commencé à taper. À elle. Objet, mise à jour. Hélène, je l'ai finalement fait. Je suis parti. Ils ont appelé ça une trahison. Peut-être que c'en est une. Mais pour une fois, elle est à moi. Je suis en sécurité. Je travaille à tout documenter, principalement pour moi-même. Je ne sais pas ce qui vient ensuite, mais je pense que je suis prête à le découvrir. J'ai hésité un moment, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». La bougie a de nouveau vacillé, et le vent dehors a changé, faisant cliqueter les stores en bambou. Je me suis levé et je suis allé sur le balcon. La mer devenait dorée sous la lumière de fin d'après-midi. Un instant, j'ai cru voir un mouvement au loin, un orage passant au loin, laissant le ciel ouvert derrière lui. Le téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau message d'un numéro inconnu. Clara, c'est Ethan. Je ne sais plus ce qui est vrai. Mais j'ai vu certains dévirements. Lorraine ne m'en a jamais parlé. S'il te plaît, appelle-moi. Tu mérites mieux que ça. Je suis resté figé, relisant le message. Ethan. L'homme que ma sœur était censée épouser. Celui autour duquel elle avait construit son conte de fées. Il avait découvert. La vérité se frayait un chemin dans leur petit cercle parfait plus vite que je ne l'avais prévu. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. J'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire, s'il fallait répondre. Puis j'ai réalisé que je ne devais d'explication à personne. Ni à lui, ni à eux. La vérité n'avait pas besoin de ma permission pour exister. J'ai de nouveau éteint le téléphone et je l'ai posé à côté de la bougie. Dehors, le vent s'était calmé. Le ciel était strié d'orange et de violet, des couleurs que je n'avais pas remarquées depuis des années. Je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé l'horizon. Mon esprit a vagabondé vers la dernière conversation que j'avais eue avec ma mère avant que tout ne s'effondre. Elle avait dit, « Tu auras toujours besoin de nous, Clara. La famille, c'est pour toujours. » Cela avait semblé réconfortant alors. Maintenant, cela ressemblait à une menace. La famille n'était pas pour toujours. La famille était un choix. Et je me choisissais enfin, moi. La nuit est tombée lentement. L'air est devenu frais et doux, portant l'odeur de la pluie et du jasmin de quelque part d'invisible. Je suis resté assise dehors longtemps après que la bougie se soit consumée, écoutant les vagues se briser doucement contre le bois. Ils avaient demandé des excuses. Ils avaient exigé la soumission. Au lieu de cela, je leur avais donné le silence. Et dans ce silence, j'avais construit quelque chose de plus fort que le pardon. Je me suis adossé à la chaise, les yeux à moitié clos, les étoiles se reflétant dans l'eau noire en contrebas. Pour la première fois, j'ai compris ce que la liberté signifiait vraiment. Elle n'était ni bruyante ni sauvage. Elle était immobile, patiente et absolue. Demain,
je commencerai la prochaine étape. Mais ce soir, je me contenterai d'exister. J'ai murmuré dans l'obscurité, vous me vouliez petite. Vous me vouliez effrayée. Maintenant, vous devrez apprendre à vivre sans moi. La mer a répondu dans sa propre langue, un rythme régulier et sans fin qui ressemblait à la paix. Le bruit des vagues a rempli la pièce alors que j'ouvrais les yeux. La lumière du matin se déversait sur le sol, douce et dorée, peignant les murs en bois du bungalow. J'avais dormi près de 10 heures, sans rêver profondément. Mais au lieu de paix, je me suis réveillé avec un étrange vide en moi. La vengeance était complète, les comptes gelés, le silence établi. Mais la satisfaction que je pensais ressentir était éphémère. L'air semblait trop calme, trop parfait, comme si l'île elle-même demandait, et maintenant? J'ai préparé du café et je suis sorti. La mer s'étendait comme un miroir, l'horizon à peine visible sous une légère brume. Je pouvais sentir la pluie au loin, un rappel que même le paradis a des tempêtes. Le calme ici avait commencé à me sembler lourd, presque contre nature. Pendant des années, j'avais été entouré de bruit. Les ordres de ma mère, les besoins constants de Lorraine, le bourdonnement de la vie urbaine. Maintenant, il n'y avait que moi et le bruit de la marée. J'ai allumé mon ordinateur portable par habitude, non pas parce que j'avais besoin de travailler, mais parce que cela me donnait une structure. Ma boîte de réception clignotait avec de nouveaux messages. L'un a attiré mon attention, d'Hélène Brox. Objet, juste pour prendre des nouvelles. Hélène avait été ma première patronne chez Arbor Financial, une femme dont j'avais toujours admiré la force. Elle avait bâti son empire à partir de rien, survivant à 2 divorces, une récession et toutes les formes de trahison que le monde de l'entreprise pouvait offrir. Elle disait, quand les gens volent ton temps, vole-le en retour avec des intérêts. J'ai ouvert son email avec un sourire. Clara, tu as été silencieuse. Ça m'inquiète. Quoi que tu fasses, j'espère que c'est pour toi cette fois, pas pour quelqu'un d'autre. Souviens-toi, la paix ne vient pas de la punition. Elle vient des limites. Hélène. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Paix. Limite. Ils semblaient simples quand elle les disait. Pour moi, ils avaient toujours été des concepts étrangers, comme une langue que j'apprenais encore à parler. Je me suis surprise à taper avant de pouvoir m'arrêter. Hélène, tu as raison. J'ai fait quelque chose de grand. Peut-être trop grand. Mais pour la première fois, je n'ai pas l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ne sais juste pas ce qui vient ensuite. J'ai hésité avant de cliquer sur « Envoyer ». Le message n'était pas vraiment une confession, c'était un appel à l'aide. En quelques minutes, sa réponse est revenue. « Appelle-moi ». La connexion internationale a grésillé quand j'ai composé. « Clara », a-t-elle dit immédiatement, sa voix chaude, familière. « Tu as l'air différente. » « Je me sens différente, ai-je admis. »« Bien. Ça veut dire que quelque chose fonctionne. » Il y a eu une pause, le bruit de papier qu'on déplace à l'autre bout. « Raconte-moi, dit-elle doucement, ce qui s'est passé. » J'ai pris une profonde inspiration. Je lui ai tout raconté. L'ultimatum, les années de servitude financière, la décision de les couper de ma vie, le silence qui a suivi, le chaos qui s'en est suivi. Elle n'a pas interrompu, n'a pas jugé, a juste écouté. Quand j'ai finalement arrêté, la gorge sèche, elle a expiré doucement. « Tu sais ce que tu as fait » a-t-elle dit. « Tu as cessé de participer à ta propre exploitation. Ce n'est pas de la cruauté, Clara. C'est de la survie. Je ne me sens pas cruel, dis-je. Mais je ne me sens pas entière non plus. Parce que la vengeance donne du pouvoir, pas la paix. Le pouvoir s'estompe une fois que tu l'as utilisé. La paix doit être construite après. » Ces mots ont atterri comme une vérité que je n'étais pas prête à entendre. Je me suis appuyé contre le cadre de la fenêtre, regardant les vagues changer sous la lumière du soleil. « Comment construit-on la paix » ai-je demandé doucement. « Tu commences par te pardonner de ne pas l'avoir fait plus tôt. » Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Une tension que je n'avais pas réalisée que je tenais s'est finalement relâchée. Je n'ai pas pleuré, mais je n'en étais pas loin. Hélène avait toujours eu une façon de percer le bruit sans élever la voix. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a parlé de son premier mariage, de comment elle avait passé 10 ans à être la secrétaire non rémunérée de son mari, son punching ball émotionnel. Le jour où je suis parti, a-t-elle dit,
il a dit à tout le monde que j'étais hystérique. Ce mot me donne encore la chair de poule. Mais tu sais ce que j'ai appris? Les gens appelleront toujours les femmes folles quand elles cessent d'être commodes. J'ai ri doucement. Ma mère a dit à tout le monde que j'étais instable. Je suppose que c'est une tradition. Hélène a gloussé. Alors brise la tradition. Vita vit si bien que leurs mensonges paraîtront petits. Après avoir raccroché, je suis resté assise un long moment, laissant ces mots s'imprégner. Le ciel à l'extérieur s'était complètement dégagé. Le lagon scintillait comme de la lumière liquide. J'ai ouvert mon journal et j'ai commencé à écrire. Pas sur eux, mais sur moi. Les pages se sont remplies rapidement. Des choses que je voulais faire, des endroits que je voulais voir, des cours que je voulais suivre, des rêves que j'avais enterrés sous l'obligation. Quand j'ai terminé, j'ai retourné à la première page où, des mois auparavant, j'avais griffonné « Je veux récupérer ma vie ». Maintenant, je l'ai souligné 2 fois. Cet après-midi-là, j'ai décidé de marcher jusqu'au village de l'autre côté de l'île. C'était petit et calme, juste une poignée de boutiques et un café surplombant l'eau. La propriétaire, une femme d'une 60aine d'années à la peau burinée par le soleil, m'a accueilli avec un sourire. « Vous avez l'air fatigué », dit-elle gentiment en me versant une tasse de café noir fort. « Je me repose pour la première fois depuis des années, dis-je. »« Se reposer n'est pas la même chose que guérir », a-t-elle répondu, comme si elle pouvait lire dans mes pensées. « La guérison demande de l'honnêteté. » J'ai souri. « Vous parlez comme mon mentor. » Elle a ri. « Alors elle doit être sage. » Ces paroles m'ont suivi alors que je marchais le long de la plage ensuite, mes empreintes de pas se dissolvant derrière moi. La marée montait, lente et inévitable, tout comme le changement. De retour au bungalow, j'ai trouvé un autre message d'Hélène qui m'attendait. Quand la colère s'estompe, quelque chose de plus doux prend sa place. Ne confonds pas cette douceur avec de la faiblesse. C'est aussi du pouvoir. Utilise-le bien. J'ai fermé les yeux, entendant sa voix dans ces mots. Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je n'avais pas l'impression de fuir quelque chose. Je marchais vers quelque chose de nouveau. Ce soir-là, alors que le soleil se glissait à l'horizon, je me suis assise sur la terrasse avec un verre de vin. L'air était chaud, le bruit des vagues régulier. J'ai pensé à ma famille, non pas avec rage cette fois, mais avec une sorte d'acceptation distante. Ils étaient ce qu'ils étaient. Je ne pouvais pas les changer. Mais je pouvais changer ce que je leur permettais de me prendre. Le pardon, ai-je réalisé, n'était pas de les laisser s'en tirer. C'était de couper la corde qui me liait encore à leur dommage. La bougie à côté de moi a vacillé dans le vent, sa flamme petite mais stable. J'ai murmuré dans la lumière déclinante, je me pardonne d'être resté trop longtemps. La brise a emporté les mots, mais ils n'ont pas disparu. Ils se sont installés quelque part en moi à la place, calme et vrai. Plus tard dans la nuit, alors que les étoiles sont sorties, j'ai écrit une dernière note à moi-même dans le journal. Je pensais que la vengeance me libérerait, mais c'est la paix que je cherchais vraiment. La mer au dehors a murmuré son approbation, et pour la première fois depuis des années, j'ai cru que je pourrais réellement la trouver. Le jour a commencé comme tous les autres, une lumière douce se déversant à travers les rideaux, l'océan s'étendant dans une perfection calme. Mais quelque chose n'allait pas. Quand j'ai pris mon téléphone, il y avait un poids dans ma poitrine que je ne pouvais pas expliquer. L'écran s'est allumé et avant même de le déverrouiller, j'ai vu le flot de notifications, mentions, tags, publications partagées. Je me suis figé. Mon nom était en tendance. J'ai fait défiler sans respirer. Des photos de moi, certaines du travail, d'autres tirées de vieux réseaux sociaux, remplissaient mon fil, chacune accompagnée de légendes vagues et pleines de pitié. S'il vous plaît, gardez Clara dans vos pensées. Elle traverse une période difficile. La famille, c'est la compassion, même quand quelqu'un perd son chemin. Mon estomac s'est noué. C'était l'écriture de ma mère sur ses publications, le même ton qu'elle utilisait quand elle voulait paraître noble. J'ai cliqué sur une autre. Lorraine, souriant sur sa photo de fiançailles, avait écrit « Nous faisons tous des erreurs, mais la famille pardonne. Priez pour ma sœur qui a des difficultés. Nous faisons de notre mieux pour l'aider à traverser cette période difficile. » Je n'avais pas besoin de lire plus loin. L'histoire était claire. Ils avaient trouvé une nouvelle arme, la sympathie du public. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé l'eau. Le ciel était sans nuages, d'une beauté cruelle.
J'ai ressenti un frisson d'incrédulité, puis de colère, si vive qu'elle m'a coupé le souffle. Il ne me punissait pas seulement d'être parti, il réécrivait qui j'étais. Plus je faisais défiler, pire c'était. Des inconnus commentaient avec des émojis cœur et des prières. De vieilles connaissances de Seattle me contactaient en privé. J'ai entendu dire que tu traversais une mauvaise passe. Si jamais tu as besoin de parler. Même quelques collègues m'ont envoyé des messages, leurs mots dégoulinant de condescendance. Je pouvais presque entendre les chuchotements se propager, elle a craqué. Elle s'est enfuie. Quelque chose ne va pas chez elle. C'était un mensonge parfait. Assez doux pour paraître gentil, assez venimeux pour rester. J'ai jeté le téléphone sur le lit et j'ai appuyé mes paumes contre mon visage. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. J'avais passé toute ma vie à protéger cette famille, à leur construire une façade de stabilité, et maintenant ils l'utilisaient comme munition contre moi. Après quelques minutes, je me suis levé et je suis allé au bureau. Mon ordinateur portable attendait, écran vierge, curseur clignotant. J'ai ouvert mes emails, m'attendant à moitié au chaos là aussi, et je n'ai pas été déçu. Des dizaines de messages, des journalistes, des collègues curieux, même de vieux amis demandant si j'allais bien. Le pire venait d'un homme nommé Mark Davison, une connaissance du travail. Son email était court. Ta mère a contacté les RH. Elle a dit que tu es en congé pour des raisons de santé mentale. Dois-je m'inquiéter? J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ma mère était allée à mon lieu de travail. Elle ne me salissait pas seulement en ligne, elle essayait de détruire ma crédibilité, mes moyens de subsistance, tout ce que j'avais construit hors de son contrôle. L'air dans le bungalow semblait trop rare. Je suis sorti sur la terrasse, agrippant la balustrade jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. L'océan scintillait en dessous, inconscient de la cruauté humaine. J'ai voulu crier, mais le son est mort dans ma gorge. Puis le téléphone a de nouveau sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, j'ai répondu. Clara, a dit doucement une voix de femme. C'est Anna Clark. Nous nous sommes rencontrés une fois. La cousine d'Ethan. J'ai cligné des yeux, désorienté. Anna. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je ne devrais pas appeler, a-t-elle murmuré, mais j'ai pensé que tu devrais savoir. Tout le monde parle de toi. Ta mère a dit aux gens que tu avais eu une sorte de dépression, que tu avais vidé leur compte et que tu avais disparu. Lorraine dit que tu es instable et jalouse. Elle a hésité, sa voix tremblante, je ne les crois pas. J'ai vu comment ta famille te traite. J'ai juste pensé que tu méritais de le savoir. Ma poitrine s'est serrée. Merci, dis-je doucement. Merci de me le dire. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté là un long moment, le bruit des vagues se brouillant en un bruit blanc. Ma famille ne paniquait plus, ils étaient à l'offensive. Un instant, j'ai senti la vieille peur revenir, celle qui me paralysait. Mais ensuite, quelque chose a changé. La peur n'est pas restée. Elle s'est consumée, remplacée par de la clarté. Je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur et j'ai ouvert le registre Weston. J'ai fait défiler les reçus, les virements, les preuves que j'avais rassemblées. J'avais passé toute ma vie à documenter leurs demandes, sans réaliser que je construisais aussi ma défense. S'ils voulaient me traîner dans la boue, je leur montrerais à quoi ressemblait la vérité sur papier. Pendant des heures, j'ai travaillé en silence. La pluie a recommencé, régulière et purifiante, tambourinant doucement sur le toit. J'ai organisé les fichiers par catégorie, médical, service public, prêt, achat de luxe. Chaque transaction avait une date, une capture d'écran, un reçu. J'ai créé un résumé propre et structuré, une histoire écrite en chiffres. Puis j'ai écrit une introduction. Ce document contient un relevé financier complet de toutes les dépenses que j'ai couvertes pour mes parents, Harriet et Charles Weston, et ma sœur, Lorraine Weston, de 2015 à 2024. Chaque transaction a été volontairement enregistrée et est traçable. Je ne suis pas instable. Je ne suis pas vindicative. J'en ai simplement assez d'être leur portefeuille. Quand j'ai relu les mots, ils ne sonnaient pas en colère. Ils sonnaient honnêtes. En terminant, je me suis souvenu de la voix d'Hélène lors de notre dernier appel. Les faits ne crient pas, Clara. Ils tiennent bon. C'est devenu mon mantra alors que je travaillais tard dans la nuit,
formatant le registre en quelque chose d'indéniable. Quand ce fut fait, j'ai imprimé 2 copies papier, en utilisant le petit centre d'affaires du complexe, et je les ai glissées dans un dossier bleu vif. J'ai écrit sur la couverture en lettres capitales soignées, le registre Weston. L'acte me semblait sacré, comme signer mon nom à ma propre liberté. Je me suis versé un verre de vin et je me suis de nouveau assise sur la terrasse, regardant la mer sous une lune à moitié cachée par les nuages. Quelque part à Seattle, ma mère inventait probablement une autre histoire, Lorraine pleurait pour attirer l'attention, mon père faisait semblant de ne pas remarquer. Mais aucun d'entre eux ne pouvait défaire ce que j'avais construit maintenant. Pourtant, je n'étais pas naïve. Je les connaissais. Ils n'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas trouvé un moyen de retourner cela contre moi. Ils s'en prendraient à ma réputation, à mon travail, peut-être même à la loi. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de la suite. La vérité était mon arme maintenant, et elle était plus tranchante que leurs mensonges. Le téléphone a vibré une fois de plus. Cette fois, c'était un texto d'Hélène. « Ça va ? J'ai vu quelque chose en ligne. » J'ai répondu simplement, ils ont commencé leur campagne de diffamation. Je termine la mienne. Avec des faits. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Alors fais-le discrètement. Le pouvoir est plus fort quand il n'a pas besoin de crier. J'ai souri faiblement. Elle avait raison. Je n'avais pas besoin de les exposer encore. Le timing était tout. J'ai fermé mon ordinateur portable, le dossier reposant à côté comme une bête endormie. Dehors, le vent a changé et j'ai de nouveau senti la pluie. J'ai pensé à la prochaine étape, à la fin de cette histoire, et j'ai su que cela devait se passer sur leur scène. Le mariage. Celui dont j'étais banni. Celui qui était censé prouver leur perfection au monde. J'ai murmuré dans la nuit, vous me vouliez invisible. Vous me verrez bientôt. L'océan a rugi doucement en réponse, comme s'il promettait d'être témoin. Quand je me suis finalement couché, le dossier était posé sur la table de nuit, sa couverture bleue brillant faiblement dans la pénombre. Je me suis endormi au son de la pluie et des vagues, ne rêvant pas de vengeance, mais de justice. Le genre qui ne crie pas, mais qui tient bon quand la tempête frappe. L'avion a traversé de lourds nuages gris alors que Seattle apparaissait. L'horizon scintillait sous une fine bruine. Je n'avais pas vu la ville depuis des mois, pourtant elle me semblait à la fois étrangère et douloureusement familière. Le bourdonnement des moteurs correspondait au rythme de mon pouls, régulier, sans hâte, certain. J'ai regardé par le hublot alors que les roues touchaient le sol, une légère secousse me ramenant à la réalité de ce qui allait arriver. Je n'étais pas là pour me réconcilier. J'étais là pour finir ce qu'ils avaient commencé. L'air à l'extérieur du terminal était plus froid que dans mes souvenirs, le genre de froid humide qui s'accroche aux vêtements. J'ai resserré mon manteau autour de moi et j'ai inspiré profondément. La ville sentait la pluie, le café et une légère odeur de gaz d'échappement. Chez moi, mais plus le mien. Un chauffeur de taxi m'a fait signe et je suis monté à l'arrière. « Où allez-vous » a-t-il demandé. « Green Lake » dis-je doucement. Il a hoché la tête, s'insérant dans le trafic. Les rues défilaient, les mêmes vieux cafés, les arrêts de bus familiers, les carrefours où j'attendais autrefois avec des sacs de course et de l'épuisement. Mais quelque chose était différent cette fois. La ville n'avait pas changé, moi si. La femme qui vivait autrefois dans cet endroit était douce, désespérée d'appartenir. Celle qui revenait était calme, délibérée, inébranlable. Quand nous sommes arrivés chez ma tante Marianne, elle attendait déjà sur le porche. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, ses cheveux gris tirés en un chignon lâche, ses yeux gentils mais vifs. Je suis sorti du taxi et avant que je ne puisse dire un mot, elle m'a prise dans ses bras. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-elle murmuré contre mon épaule. Je t'attendais. Sa voix était stable, comme une ancre. Nous sommes entrés. La maison sentait légèrement la camomille et les vieux livres. La chaleur m'a immédiatement frappé. Tu dois être gelé, dit-elle en prenant mon manteau. Assieds-toi, je vais te faire du thé. Je l'ai suivi dans la cuisine et je l'ai regardé se déplacer avec une efficacité tranquille. La bouilloire a sifflé, l'odeur de menthe remplissant l'air. J'ai vu les nouvelles, dit-elle après un moment, se tournant vers moi. Ta mère a parlé. Mais tu le sais déjà. J'ai hoché la tête. Elle a toujours besoin d'un public. Marianne a souri tristement. Elle a toujours eu besoin d'un miroir.
Tu as juste arrêté de la refléter. Ces mots ont profondément résonné. Je n'avais pas réalisé à quel point il m'avait manqué quelqu'un qui disait la vérité sans cruauté. Autour d'un thé, nous avons parlé de tout. Les publications sans fin de Lorraine, les ragots qui se propageaient dans le quartier, la façon dont mes parents avaient transformé mon silence en scandale. Les gens commencent à voir clair, a dit Marianne. Ton père est embarrassé. Il sait que c'est allé trop loin. J'ai baissé les yeux sur ma tasse. Il l'a toujours su. Il ne l'a juste jamais arrêté. Marianne a soupiré. Il est faible, pas méchant. Mais la faiblesse peut détruire autant que la malice. Dehors, la pluie striait la fenêtre. Je pouvais voir le reflet du dossier bleu dans mon sac, posé sur la table. Il n'était jamais loin de moi maintenant, comme un bouclier. Marianne a suivi mon regard. C'est quoi ça? La preuve, dis-je simplement. De tout. Elle n'a pas demandé à le voir. Elle n'en avait pas besoin. Tu vas au mariage, a-t-elle demandé à la place. Oui. Elle m'a étudié un instant, puis m'a promis quelque chose. N'y va pas pour leur faire du mal. Vas-y pour te libérer. J'essaierai, dis-je. Mais certaines vérités blessent, peu importe à quel point elles sont dites doucement. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon ancienne chambre d'enfant. Le même papier peint délavé, la même fenêtre qui donnait sur la rue des Trempés. Sur le bureau se trouvait une photo d'il y a des années, Lorraine et moi enfants, souriant avec des cornets de glace. La main manucurée de notre mère reposant sur l'épaule de sa fille préférée. J'ai retourné le cadre. J'ai rêvé d'eau cette nuit-là. D'être debout jusqu'à la taille dans l'océan, les vagues montant plus haut, chuchotant des secrets. Quand je me suis réveillé, l'aube se levait. La première lumière pâle coupant à travers les stores. La ville à l'extérieur se réveillait aussi. Des voitures, des voix, le faible bourdonnement de la vie normale. J'ai fait du café et j'ai regardé le ciel passer du gris à l'argent. Marianne m'a rejointe, toujours en robe de chambre. Tu y penses, n'est-ce pas? Chaque seconde, dis-je. Ils ont raconté tellement de mensonges. Si je ne parle pas, ces mensonges vivront pour toujours. Peut-être, a-t-elle dit. Mais la vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de tenir assez longtemps pour être vue. Ces mots m'ont rappelé le conseil d'Hélène, et j'ai souri faiblement. Vous parlez comme mon mentor. Elle semble être quelqu'un qui a vécu, Marianne a siroté son café et m'a étudié. Tu as l'air plus forte, différente. Je le suis, dis-je. Ils ont bâti leur pouvoir sur ma culpabilité. J'en ai assez de payer les intérêts. Cet après-midi-là, je suis allé en ville. Je me suis arrêté à la boutique où Lorraine avait l'habitude de faire ses achats, au café où mes parents prenaient toujours leur brunch le dimanche. Partout où j'allais, des chuchotements suivaient. Certaines personnes souriaient poliment, d'autres détournaient le regard. Je m'en fichais. Laissez-les chuchoter. Cela signifiait que l'histoire changeait. Plus tard, je me suis arrêté dans une petite librairie près de Pike Place Market. Le propriétaire, un vieil homme aux lunettes d'argent, m'a accueilli chaleureusement. Vous avez l'air de porter de lourdes vérités, a-t-il dit avec un sourire. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Il m'a tendu un journal en cuir vierge. Écrivez-les. Le papier ne bavarde jamais. Je l'ai acheté sans hésiter. Au moment où je suis retourné chez Marianne, la pluie avait cessé. L'air sentait le propre, vif, avec une odeur de cèdre. Je me suis assise près de la fenêtre avec mon nouveau journal, écrivant tout ce dont je me souvenais. Chaque paiement, chaque manipulation, chaque trahison silencieuse. Les mots se sont déversés comme une confession et une purification en même temps. Marianne est apparue à la porte. Le dîner est prêt, dit-elle, puis s'est arrêtée en voyant ce que je faisais. Tu construis ton propre dossier maintenant, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ils ont écrit leur version dans les ragots et la pitié. J'écris la mienne dans la vérité. Elle a souri. C'est comme ça que tu gagnes, Clara. Tu survis au bruit. Après le dîner, elle m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait une vieille lettre, jaunie sur les bords. Ta grand-mère a écrit ça il y a des années, dit-elle. Je pense qu'elle voulait que tu la lises un jour. L'écriture était tremblante mais élégante. La famille est un choix que l'on fait chaque jour.
Le sang ne signifie quelque chose que s'il ne te vide pas de ton sang. Je l'ai lu 2 fois avant de la plier soigneusement. Elle savait, ai-je murmuré. Elle l'a toujours fait, a dit Marianne. Ta mère a appris à prendre. Toi, tu as appris à donner. Il est temps que tu apprennes l'équilibre. Plus tard dans la nuit, j'ai préparé mes vêtements pour le mariage. Une simple robe bleu saphir, sobre et propre. Pas un costume pour la confrontation, mais une armure pour la clarté. J'ai posé le dossier à côté, sa couverture bleue brillant faiblement sous la lumière de la lampe. Avant de me coucher, j'ai appelé Hélène. Elle a répondu à la première sonnerie. Je suis de retour, dis-je. Je m'en doutais, a-t-elle répondu, son ton chaleureux. Es-tu prête? Je n'y vais pas pour les détruire, dis-je. Juste pour arrêter de prétendre qu'ils sont encore ma famille. Alors tu as déjà gagné, a-t-elle dit doucement. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison de Marianne juste au moment où le soleil perçait à travers les nuages. Les rues scintillaient de lumière, la pluie s'accrochant encore aux arbres. Mon taxi attendait au bord du trottoir, le moteur ronronnant. J'ai serré ma tante dans mes bras. Souviens-toi, dit-elle, ne les laisse pas t'entraîner dans leur tempête. Reste immobile et laisse-les se noyer dans leur propre marée. J'ai hoché la tête, j'ai glissé dans la voiture et j'ai regardé en arrière une fois alors que sa silhouette s'estompait dans le rétroviseur. La ville est devenue plus petite derrière moi alors que nous nous dirigions vers le centre-ville. Le mariage n'était que dans quelques heures. Chaque kilomètre me rapprochait de la confrontation que j'avais évitée pendant la majeure partie de ma vie. Mes mains reposaient sur le dossier sur mes genoux, les bords vifs contre mes doigts. Ils ont dit que je ne pouvais pas vivre sans leur amour, ai-je murmuré à moi-même, regardant l'horizon se rapprocher. Mais ils sont sur le point de découvrir ce qui se passe quand j'arrête de payer pour. La pluie a recommencé, douce et implacable, comme si le ciel lui-même était prêt à ce que la vérité tombe enfin. Le matin du mariage est arrivé avec une pâle lumière argentée se répandant sur la ville. La pluie avait cessé quelque temps avant l'aube, laissant derrière elle un éclat sur chaque surface, comme si le monde avait été poli pour ce qui allait arriver. Je me tenais devant le miroir de la chambre d'amis de tante Marianne, attachant la dernière agrafe de ma robe bleu saphir. Mes mains étaient stables. La femme qui me regardait en retour n'avait pas l'air de quelqu'un venant supplier pour être pardonné. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Dehors, le taxi tournait au ralenti dans l'allée. J'ai pris le dossier bleu sur le lit, son poids familier et réconfortant, et je l'ai glissé dans mon sac. Quand je suis sorti, l'air froid m'a frappé comme un baptême. Chaque nerf de mon corps vibrait de détermination. J'avais passé toute ma vie à entrer dans des pièces selon leurs termes. Aujourd'hui, j'entrerai selon les miens. Le trajet vers le centre-ville était silencieux. L'horizon de Seattle se dressait devant moi, des tours de verre reflétant le ciel gris du matin. L'hôtel Fairmont est apparu, un monument à l'élégance et à la prétention, tout en sol de marbre et lustre doré. J'y étais allé une fois auparavant, il y a des années, pour un événement d'entreprise. Je me souvenais de la voix de ma mère qui résonnait alors dans le hall, me disant de ne pas la mettre dans l'embarras. Cette fois, ce serait elle qui serait exposée. Le hall bourdonnait d'invités vêtus de satin et de perles. Rire, tintement de verre. Les faibles notes d'un quatuor à cordes flottaient dans l'air. J'ai aperçu des visages que je n'avais pas vus depuis des années. Amis de la famille, cousins éloignés, le genre de personnes qui se nourrissent de ragots comme de sucre. Les têtes se sont tournées quand je suis entré. Les conversations ont ralenti. Certains ont chuchoté mon nom, leurs yeux se posant sur le dossier dans ma main. Ma mère m'a vu la première. Elle s'est figée en pleine phrase, son expression se crispant, puis se réarrangeant en quelque chose de presque gracieux. « Clara, dit-elle, sa voix basse mais tremblante. Qu'est-ce que tu fais ici ? » J'ai souri faiblement. « Tu m'as dit de supplier pour être pardonné si je voulais assister. Alors me voilà. » Ses yeux ont brillé. « Ne commence pas. Pas aujourd'hui. Détends-toi, dis-je doucement. Je ne suis pas là pour gâcher ta journée parfaite. Je suis là pour finir ma partie. » Elle s'est approchée, baissant la voix. « Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu as déjà causé assez de honte. » Je me suis penché, ma voix calme. « Alors considère ceci comme mon cadeau d'adieu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis tourné et j'ai marché vers la salle de bal. Les portes étaient ouvertes, révélant un espace dégoulinant de luxe. Des lys blancs,
des nappes dorées, la lueur des bougies vacillant sous des lustres en cristal. Au fond de la salle se tenait Lorraine dans sa robe de mariée, radieuse et fragile sous toute cette dentelle. Elle riait nerveusement avec Ethan, qui avait l'air mal à l'aise. La musique s'est tue quand je suis entré. Toutes les têtes se sont tournées. Le bruit des talons sur le marbre a résonné plus fort que le quatuor n'avait joué de toute la matinée. J'ai senti des centaines d'yeux sur moi, leur choc assez épais pour être goûté. Le visage de Lorraine est devenu blanc quand elle m'a vu. Clara, a-t-elle soufflé, sa voix se brisant. Je me suis arrêté à mi-chemin de l'allée. Le silence était électrique. Je pouvais entendre le doux tintement des verres, une toux quelque part au fond, le faible bruissement de tissu alors que les gens se penchaient pour chuchoter. Je suis venu livrer quelque chose, dis-je clairement, ma voix portant à travers la pièce. Un cadeau de mariage. Ethan a froncé les sourcils, s'avançant. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment, dis-je. Tu mérites de savoir dans quel genre de famille tu te maries. Des halètements ont parcouru les invités. Ma mère s'est précipitée en avant, sifflant, assez, Clara. Tu te ridiculises. J'ai sorti le dossier bleu de mon sac. Le bruit du fermoir s'ouvrant a tranché les murmures comme une lame. Non, dis-je d'un ton neutre. J'en ai assez d'être la ridicule. J'ai tendu le dossier à Ethan. Sa confusion s'est approfondie en l'ouvrant. Ses yeux ont parcouru les pages. Relevé bancaire, reçu, virement, tous méticuleusement étiquetés. Son expression est passée de la curiosité à l'incrédulité, puis à une fureur silencieuse. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il exigé en regardant Lorraine. Elle a bafouillé. Je ne sais pas. C'est la preuve, dis-je en me rapprochant. La preuve de chaque dollar que j'ai donné à cette famille au cours des 7 dernières années. Les paiements d'hypothèque, les factures d'hôpital, les vêtements de créateur, même la compte pour votre lune de miel. Le visage de Lorraine s'est tordu. Tu mens. Je n'ai pas besoin de mentir, dis-je, ma voix stable. J'ai apporté les reçus. Un murmure s'est propagé dans la salle, le genre de halètement collectif qui se nourrit de spectacles. Les invités se sont rapprochés. Ethan a tourné une autre page, sa mâchoire se crispant. Tu as payé pour tout ça, dit-il doucement. J'ai hoché la tête. Tout. Chaque fois qu'il disait qu'il ne pouvait pas s'en sortir, je l'ai fait. Et quand j'ai arrêté, ils ont dit que j'étais instable. Ils ont dit à tout le monde que je m'étais enfui parce que je ne pouvais pas gérer le stress. La vérité, c'est que j'ai juste cessé d'être leur banque. Le calme de Lorraine s'est fissuré. Tu essaies de m'humilier. J'ai secoué la tête. Non, Lorraine. J'essaie de me libérer. Sa voix s'est élevée. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché toi-même quand tu as construit ton avenir sur les sacrifices de quelqu'un d'autre. La pièce est redevenue silencieuse. Ma mère se tenait au bord de la foule, le visage pâle, les lèvres pincées en une ligne tremblante. Mon père était apparu à ses côtés, les yeux écarquillés de choc. Il m'a regardé, puis le dossier dans les mains d'Ethan. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-il demandé doucement. Ma mère a claqué. N'ose pas prendre son parti. Assez, Harriet, a-t-il dit, sa voix perçant la sienne pour la première fois depuis des années. Il s'est retourné vers moi. Je ne savais pas que c'était si grave. Non, dis-je doucement. Tu ne voulais pas savoir. Ethan a laissé tomber le dossier sur la table la plus proche. Des pages se sont éparpillées sur le sol comme des feuilles mortes. Lorraine a essayé de saisir son bras, mais il s'est dégagé en secouant la tête. Je ne peux pas faire ça, dit-il, la voix rauque. Je ne peux pas me marier dans un mensonge. Il est sorti. La porte a claqué derrière lui, l'écho résonnant dans la salle de bal comme un verdict final. Lorraine s'est effondrée sur le sol, sanglotant dans les plis de sa robe. Ma mère s'est tournée vers moi, les yeux flamboyants de haine. Tu as détruit cette famille. J'ai rencontré son regard d'un air égal. Non, maman. J'ai juste arrêté de prétendre qu'elle n'était pas déjà brisée. Les invités ont recommencé à chuchoter, plus fort cette fois, choqués, fascinés, avides de ragots. Je n'ai pas attendu le reste. Je me suis tourné et j'ai marché vers la sortie, le bruit de mes talons vifs contre le marbre. Derrière moi, la musique a repris, une tentative désespérée de quelqu'un pour combler le silence. Dehors,
L'air était frais et vif, me lavant comme une miséricorde. Les nuages s'étaient ouverts, révélant une tranche de ciel bleu. Je me suis tenu sur les marches de l'hôtel, respirant profondément. Le bruit de la ville montait faiblement au loin. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message d'Hélène. Comment ça s'est passé? J'ai tapé en retour, la vérité s'est enfin affirmée. Un taxi s'est arrêté au bord du trottoir. En montant, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Calme, les yeux clairs, intouchable. Pour la première fois, je n'ai plus ressenti de colère, juste de la liberté. Alors que nous nous éloignions, l'hôtel a rapetissé au loin, ses fenêtres dorées brillant sous la lumière du soleil. Je n'ai pas regardé en arrière. Certaines histoires ne se terminent pas par des applaudissements ou des larmes. Certaines se terminent tranquillement, avec une paix méritée, non accordée. J'ai posé ma main sur le dossier sur mes genoux. Bien que je n'en ai plus besoin, il avait rempli son rôle. La vérité avait été dite, et le monde avait changé, même légèrement, en ma faveur. Au moment où nous avons atteint la périphérie de la ville, j'ai baissé la vitre et j'ai laissé entrer le vent. Il portait la faible odeur de la pluie et du printemps, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de respirer sans permission. La ville était plus calme le lendemain matin. Un fin voile de brouillard était suspendu sur les toits, adoucissant les contours de tout. Je me suis réveillé chez ma tante Marianne à l'odeur du café et de quelque chose qui cuisait dans la cuisine. Un instant, je suis resté allongé, écoutant le faible bourdonnement de la pluie contre la fenêtre, laissant le silence m'imprégner. Il n'y avait pas d'appréhension qui m'attendait au bord de mon esprit, pas de peur de quel message ou quelle demande pourrait arriver. Seulement du calme. Quand je suis descendu, Marianne était assise à la table avec 2 tasses de café. J'ai vu les nouvelles, dit-elle en m'en tendant une. Le mariage de ta sœur a fait les gros titres du matin. Je me suis assise, enroulant mes mains autour de la tasse chaude. Laisse-moi deviner. Un mariage mondain implose après un scandale familial? Son sourire était faible. Quelque chose comme ça. Mais ne t'inquiète pas, la vérité a une façon de se propager plus vite que les mensonges maintenant. J'ai hoché la tête, regardant par la fenêtre. La pluie faisait ressembler la rue à du verre, et pour une fois, le gris ne semblait pas oppressant. Il semblait propre. Ils vont me blâmer, dis-je. Ils le font déjà, dit-elle. Mais pour la première fois, il ne leur reste personne pour les écouter. J'ai laissé échapper un souffle silencieux et j'ai bu une gorgée de café. Il était fort, amer, ancrant. Le goût de la survie. Plus tard dans la matinée, je suis allé me promener dans le quartier. Les arbres étaient lourds de pluie, leurs branches dégoulinant sur le trottoir. Tout sentait la terre et le renouveau. Quand je suis passé devant la boulangerie près du parc, la propriétaire, une femme aimable qui connaissait notre famille depuis des années, a levé les yeux du comptoir et m'a fait un signe de tête. « Garde la tête haute, ma chérie », a-t-elle dit. Il était temps que quelqu'un dise la vérité. Ces mots m'ont accompagné jusqu'à la maison. Quand je suis revenu, il y avait une seule enveloppe qui m'attendait sur le porche. Mon nom était écrit de l'écriture soignée et inclinée de mon père. Je suis resté là un long moment, la pluie dégoulinant de mes cheveux, avant de finalement la prendre à l'intérieur. À la table, je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée. L'écriture était tremblante mais familière. « Clara, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. J'aurais dû arrêter ta mère il y a des années. J'aurais dû voir tout ce que nous te demandions. J'ai été un lâche, me cachant derrière des excuses. Je ne te blâme pas pour ce qui s'est passé. J'espère seulement que tu trouveras la paix dans la vie que tu construis sans nous. Tu méritais mieux. Je suis fier de toi, même si j'ai été trop faible pour le dire quand c'était important. Papa. » Je l'ai lu 2 fois avant de la poser. Ma gorge s'est serrée, mais les larmes ne sont pas venues. À la place, il y avait un sentiment de libération silencieuse, comme si la porte d'une pièce verrouillée s'était enfin ouverte. Il ne demandait pas la rédemption, il reconnaissait la vérité. C'était suffisant. Quand Marianne est entrée et m'a vu tenir la lettre, elle n'a pas posé de questions. Elle a simplement posé une main douce sur mon épaule. « Il t'a toujours aimé, dit-elle doucement. »« Je sais, » ai-je murmuré. Il ne savait juste pas comment le montrer. Cet après-midi-là, je me suis assise près de la fenêtre avec mon ordinateur portable. Une notification par email est apparue, d'Hélène.
Clara, j'ai entendu ce qui s'est passé. Les nouvelles vont vite dans cette ville. Ne laisse personne te convaincre que tu as perdu quelque chose. Tu as gagné ta liberté, et ça vaut plus que n'importe quelle réputation qu'ils ont essayé de prendre. Je suis fier de toi. Quand tu seras prête, je veux parler de ton avenir. Je pense qu'il y a une place pour toi dans mon cabinet, si tu le souhaites. Hélène. J'ai souri, du genre qui vient de quelque part de profond. Je n'avais pas réalisé à quel point je voulais une chance de recommencer. J'ai tapé rapidement en retour, Hélène, merci. Je suis prête. Le soir, le ciel a commencé à s'éclaircir. La pluie s'est arrêtée, laissant derrière elle une douce lueur rose le long de l'horizon. Marianne a préparé le dîner, poulet rôti, légumes, pain chaud. Nous avons mangé ensemble à la lueur des bougies, non pas par cérémonie, mais parce que cela semblait juste. Les petits moments avaient recommencé à compter. Après le dîner, nous nous sommes assises sur le porche avec du thé. L'air était frais et humide, portant l'odeur du cèdre. Le silence entre nous n'était pas lourd. Il était plein, comme quelque chose de sacré. Tu sais, a dit Marianne en remuant lentement son thé, ta grand-mère disait que la paix est le genre de vengeance la plus bruyante, car elle ne demande rien. Elle existe simplement, intouchable. J'ai souri. Elle avait raison. Marianne m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Tu es libre maintenant. Mais ne confonds pas la liberté avec le vide. Tu dois la remplir avec quelque chose de nouveau. J'essaie, dis-je. Hélène m'a offert un poste. C'est peut-être par là que je commencerai. Son visage s'est éclairci. Bien. Il est temps que tu travailles pour toi, pas contre toi. Plus tard dans la nuit, après qu'elle soit allée se coucher, je me suis assise dans la maison silencieuse, la lettre de mon père toujours sur la table. Je l'ai reprise, passant mes doigts sur le papier. Ces mots ne blessaient plus, ils guérissaient. Ils fermaient un chapitre que j'avais gardé ouvert trop longtemps. Je lui ai répondu, même si je ne savais pas si je l'enverrais un jour. Papa, je te pardonne. Non pas parce que ça arrange quoi que ce soit, mais parce que je ne peux plus le porter. J'espère que tu trouveras la paix aussi. J'apprends enfin ce que ce mot signifie. Quand j'ai terminé, j'ai glissé la lettre dans la même enveloppe et je l'ai laissée sur le rebord de la fenêtre. Le clair de lune a attrapé ses bords, doux et argentés. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant le soleil se lever sur les toits. La ville en contrebas était calme, l'air frais après la tempête. Mon téléphone a vibré avec un message d'Hélène. Viens la semaine prochaine. Commençons à planifier. J'ai souri et j'ai mis le téléphone de côté. Pour la première fois depuis des années, mon avenir ne me semblait pas être la continuation de l'histoire de quelqu'un d'autre. Il me semblait être mon propre début. Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans un petit appartement surplombant l'eau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Je l'ai rempli de plantes, de livres et de lumière. Chaque soir, j'allumais une seule bougie et je m'asseyais près de la fenêtre, laissant le calme m'envelopper. Il n'y avait plus besoin de défense ou de vengeance. La vérité avait fait son travail, et maintenant tout ce qui restait, c'était la vie. Parfois, je pensais à Lorraine, à si elle me détestait ou si elle avait enfin compris. Mais je ne m'y attardais pas. Certains ponts n'étaient pas faits pour être reconstruits, et c'était bien comme ça. Un soir, en rentrant du travail, je suis passé devant la vitrine d'un café et j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Je me suis à peine reconnu. Debout, droite, les épaules détendues, les yeux brillants. J'ai réalisé que je n'attendais plus que quelqu'un me voie. J'avais enfin appris à me voir moi-même. En rentrant chez moi, j'ai ouvert mon journal à une page blanche et j'ai écrit une seule ligne. La paix me va bien. Dehors, les lumières de la ville scintillaient sur l'eau, infinie et vivante. J'ai levé ma tasse de thé vers la fenêtre dans un toast silencieux. À la femme que j'étais, celle qui avait tout donné pour être aimée. Et à la femme que j'étais devenue, celle qui n'avait plus besoin de permission pour être libre. Et alors que la nuit s'approfondissait, j'ai murmuré la vérité que j'avais apprise à travers chaque tempête, chaque silence, chaque perte. La famille ne vous définit pas. Le choix, si. La bougie a vacillé à côté de moi, stable et sûre, et j'ai su avec une certitude absolue que c'était à ça que ressemblait la liberté. Pas de bruit, pas de peur, juste le rythme silencieux de mon propre cœur, enfin en paix.
La lumière du soleil matinal se déversait à travers les larges fenêtres de mon appartement, douce et dorée, touchant tout de sa chaleur. Les plantes que j'avais gardées en vie bordaient le rebord de la fenêtre, leurs feuilles brillant à la lumière. La vapeur s'échappait de la tasse de café dans ma main, et un instant, je suis resté là, respirant. La ville à l'extérieur se réveillait lentement, le bourdonnement lointain du trafic, le cri faible des mouettes près de la baie. Mon monde avait changé d'une manière qui ne pouvait être mesurée ni par l'argent ni par la vengeance. Il avait changé parce que, pour la première fois de ma vie, la paix n'était pas quelque chose que j'attendais, c'était quelque chose dans lequel je vivais. J'ai posé la tasse et j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais est entré, propre et vif. L'odeur de la pluie flottait encore dans la brise matinale, le genre qui ressemblait à un nouveau départ. J'ai regardé autour de mon appartement. Simple, calme, un espace entièrement à moi. Une petite bibliothèque se tenait près du mur, remplie de livres de poche et de journaux. Sur la table se trouvait une seule photo encadrée, moi et tante Marianne à Pike Place Market, toutes les deux riant si fort que nous étions flous. Ce n'était pas le genre de photo qui demandait à être exposée, c'était le genre qui ressemblait à la maison. La vie s'était installée dans un rythme qui semblait honnête. Je faisais des courses matinales le long du front de mer, je travaillais au cabinet d'Hélène pendant la journée et je passais des soirées tranquilles sur le balcon, regardant le coucher de soleil fondre dans la baie. Il n'y avait pas de drame, pas de cris, pas de manipulation. Juste de petits moments magnifiques cousus ensemble par la paix. Hélène disait souvent que j'avais une énergie calme maintenant. Tu es le genre de femme que les gens écoutent, m'a-t-elle dit la semaine dernière. J'ai souri quand elle a dit ça, parce que j'avais passé tant d'années à parler dans le silence, essayant d'être entendu. Ce matin-là, alors que je me préparais pour le travail, une enveloppe a glissé sous la porte. Pas d'adresse de retour. J'ai hésité un moment, puis je l'ai ramassée. L'écriture sur le devant était indubitable. Celle de mon père, incliné mais soigné. Je me suis assise sur le canapé, le papier tremblant légèrement entre mes doigts alors que je l'ouvrais. Clara, ta mère et moi vivons tranquillement maintenant. Je voulais te remercier pour la lettre que tu as envoyée. Elle a signifié plus que tu ne le sais. Ta mère ne dit pas grand-chose, mais elle garde ta vieille photo sur la cheminée. Nous apprenons tous les deux. J'espère qu'un jour nous pourrons te revoir, même si c'est juste pour te dire merci en personne. Tu as eu raison de partir. Je le vois maintenant. Amour, papa. Je l'ai lu 2 fois avant de la plier soigneusement et de la poser à côté de mon café. Il n'y avait pas de douleur, pas de vive peine comme avant. Juste de la compréhension. J'ai murmuré doucement, j'espère que vous trouverez votre paix aussi. Plus tard dans la journée, au bureau, Hélène s'est arrêtée à mon bureau. Tu es silencieuse aujourd'hui, a-t-elle dit. Quelque chose ne va pas? Pas de problème, dis-je en souriant faiblement. Juste. Pleine. Elle m'a étudié un moment, puis a hoché la tête. Tu as parcouru un long chemin, Clara. N'oublie jamais ça. Parfois, dis-je, je pense que le plus difficile n'a pas été de les quitter. C'était de croire que je le méritais. Hélène a souri, ses yeux bienveillants. C'est à ça que ressemble la liberté. Quand j'ai quitté le travail ce soir-là, le ciel était peint de profondes traînées ambrées. J'ai marché le long de la jetée avant de rentrer chez moi, m'arrêtant pour regarder les ferries glisser sur l'eau. Leur lumière scintillait sur les vagues, se brisant en de minuscules ondulations dorées. L'air sentait le sel et le cèdre. Je me sentais petite, de la meilleure façon possible. Comme si j'appartenais à quelque chose de plus grand que tout le bruit auquel j'avais échappé. À la maison, j'ai allumé une bougie sur mon bureau et j'ai ouvert mon journal. Le même que j'avais commencé le jour de mon retour de Bora Bora. J'ai tourné à la dernière page blanche et j'ai commencé à écrire. J'avais l'habitude de mesurer l'amour par ce que je donnais, argent, temps, pardon. Mais maintenant, je comprends que l'amour n'est pas un sacrifice, c'est de l'espace. C'est la place que l'on se fait à l'intérieur pour grandir. Je ne les déteste plus. Je n'ai même plus besoin qu'ils comprennent. La vérité a rempli son rôle, et maintenant je peux enfin me reposer. Je me suis arrêté, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Puis j'ai fermé le journal et je l'ai posé à côté de la bougie. La pièce semblait chaude, presque sacrée. Je suis allé sur le balcon et je me suis appuyé contre la balustrade. L'air nocturne était frais contre ma peau. En bas, la ville était vivante de lumière douce et de rires lointains.
Tante Marianne a appelé juste au moment où je regardais les dernières couleurs s'estomper du ciel. Tu devrais voir le journal, dit-elle, son ton calme et sachant. Ta sœur a déménagé de leur maison. Ils vendent la propriété. Vraiment, ai-je demandé. Elle travaille dans un petit studio de design maintenant. Elle est différente, silencieuse. Je pense que le monde l'a enfin rattrapée. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Ce n'est pas une punition. C'est un équilibre. Marianne a gloussé doucement. Parler comme quelqu'un qui a trouvé son équilibre. Après l'appel, je suis resté là un long moment, laissant le calme m'envelopper. Je n'étais ni en colère, ni justifié. Ce que je ressentais était quelque chose de plus pur, la libération. Le karma avait fait ce qu'il fait toujours, silencieusement, sans spectacle. Et j'étais en paix, regardant cela se dérouler. À l'intérieur, la bougie brûlait plus bas, la flamme vacillant doucement. Je me suis assise à la table et j'ai ouvert le registre Weston une dernière fois. Les chiffres ne piquaient plus. Il racontait une histoire que j'avais déjà fini de lire. J'ai souri, j'ai fermé le dossier et je l'ai placé dans une boîte étiquetée « Leçons apprises ». Puis j'ai écrit une petite note dessus. Ne pas rouvrir, sauf si tu oublies qui tu es. Cette nuit-là, je me suis préparé le dîner, rien d'extraordinaire, juste des pâtes et des légumes rôtis, et je me suis versé un verre de vin. L'acte simple me semblait être une cérémonie. Chaque moment l'était maintenant. Je ne mesurais plus ma vie en transaction ou en obligation, mais en respiration et en choix. J'avais appris que la vengeance n'était jamais une question de destruction. C'était une question de réappropriation. Je suis de nouveau sorti, pieds nus, sentant le béton frais sous mes pieds. La ville s'étendait en dessous de moi, pleine d'étrangers, d'histoires et de secondes chances. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, la paix n'a jamais été à eux de la donner. C'était à moi de la trouver. Et dans ce calme, j'ai senti quelque chose changer, le dernier fil de l'ancienne vie se rompant. Peut-être l'avez-vous ressenti aussi. Peut-être avez-vous été le silencieux, le donneur, l'oublié. Peut-être êtes-vous resté trop longtemps là où l'on ne vous appréciait que pour ce que vous pouviez fournir. Si c'est le cas, j'espère que mon histoire vous rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour laisser le bruit derrière soi, pour se choisir soi-même, pour se lever même si votre voix tremble. Dites-moi d'où vous regardez ce soir. Dites-moi à quoi ressemble la paix pour vous. Et si vous croyez que la vérité, aussi silencieuse soit-elle, mérite d'être entendue. Restez ici, il y a d'autres histoires qui vous attendent. Des histoires où la justice trouve son chemin, et où le silence apprend enfin à parler. La bougie a vacillé à côté de moi, la flamme stable et petite. Dehors, le vent portait le son des rires de quelque part dans la rue. J'ai souri, le sentant s'installer dans ma poitrine. Le poids, la légèreté, la vérité de tout. Et alors que l'écran s'estompait, j'ai murmuré une dernière fois, ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de liberté.